Bonjour à tous et bienvenue dans ce Bat Reviews numéro 16 consacré aux lectures Batman chez Urban Comics paru pour le mois de juin 2021. Oui, on est un petit peu à la bourre pour ce podcast. Et oui, on s'excuse, mais j'ai avec moi deux personnes qui vont m'accompagner dans ce podcast, euh, notamment un membre de la team, c'est Siegfried. Bonjour à tous. Siegfried fidèle au poste, et un invité qui va nous accompagner. C'est la première apparition, c'est sa première apparition dans le podcast. C'est Jay, que vous pouvez suivre sur Instagram ou sur Twitter. Je sais pas si c'était une page Facebook d'ailleurs, sous le pseudonyme de Secteur. Vas-y, 2184 26 14 28. 2814, ouais. Bonjour tout le monde. Salut, merci pour l'invitation. Ouais, de rien, merci à toi de venir nous accompagner dans ce podcast. Vous l'aurez compris, secteur 2814 en référence au Green Lantern. Du coup, Jay, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas déjà sur Batman Legend? Donc Jay, lecteur de comics, je tiens un blog qui s'appelle Secteur 2814 et qui ne parle pas que de Green Lantern, qui est dédié en fait à la... l'indique. Exactement. Je vais monter le site concurrent en fait Green Lantern Legend, mais bon, je me suis dit non, c'était trop visible. Et puis déjà qu'on galère à réunir tous nos rédacteurs pour parler de Batman, j'imagine à peine la communauté de fans sur Green Lantern spécifiquement, bon courage. Ça risque d'être compliqué, ouais. Ouais, un peu. Et donc, du coup, c'est un blog qui est dédié vraiment à la continuité d'ici, au sens large, et du coup, aux ordres de lecture, avec, depuis la création, effectivement, de DC à la fin des années 30 jusqu'à aujourd'hui, et tout ce qu'on a pu avoir comme parution en français, donc avec la correspondance à chaque fois anglais-français. Donc voilà, mon blog à la base, il est vraiment là pour ça, puis il y a tout un tas d'autres choses, il y a un guide de libraire notamment, de la review bien évidemment. Et voilà, c'est fait pour partager un petit peu avec d'autres passionnés, donc je suis très content d'être ici et de pouvoir discuter avec vous de comics. Bah, écoute, nous aussi, on est content de t'avoir avec nous et d'être avec des passionnés. Sur ce, écoutez, on a beaucoup de lectures où en plus où on est en effectif réduit, vous l'aurez remarqué, c'est les vacances, les filles sont à la plage et nous, fidèles au poste, on va essayer de vous parler un petit peu de nos lectures du mois de juin. Petit topo en préambule, j'aimerais juste préciser une chose, c'est que du coup, ça va être le dernier podcast avant les vacances d'été. Oui, on va faire une petite pause pour cet été pour essayer de laisser les équipes se reposer, se régénérer et puis on reviendra fin août, début septembre avec un Bat Talk. Et puis on reprendra notre rythme de croisière à la vitesse de 2 podcasts par mois avec en alternance des Bat Reviews et des Bat Talk. Comme d'habitude, cet aparté fait, je vous propose qu'on démarre tout de suite avec une lecture rafraîchissante, une lecture qui nous rappelle les bons vieux épisodes de Batman la série animée. C'est Batman Gotham Adventures, tome 4, et c'est Siegfried qui va s'y coller. Alors Gotham Adventures, vous connaissez, on n'en parle pas trop d'ailleurs sur Batman Legends, puisque c'est publié dans la gamme Urban Kids, et ce sont des rééditions de comics parus il y a 20 ans et qui faisaient plus ou moins suite à la série animée, enfin ça se situait dans la même continuité avec le même graphisme. Du coup, ça reste des comics plutôt enfantins et plutôt classiques sur lesquels on ne revient pas toujours, mais qui sont souvent quand même plutôt chouettes évidemment. C'est vrai que c'est très chouette. Alors, on n'y revient pas dessus parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on aimerait bien traiter tout le temps, mais donc il faut faire des choix. Et c'est vrai que ces récits-là passent parfois à la trappe par rapport aux priorités. Oui, malheureusement, quand on a le choix entre une exclusivité du Black Label et un truc qui a 20 ans, on va voir l'exclu, mais on a souvent tort, parce qu'on est souvent déçus par le Black Label, alors qu'on aurait beaucoup plus de plaisir à retrouver le bon vieux Batman de la série animée de 92. Donc ce Gotham Adventures tome 4 contient des aventures écrites par Scott Peterson, Chuck Dixon, Ty Templeton et de Brubaker. Évidemment, il y a plus de Scott Peterson et de Ty Templeton que de Dixon et de Brubaker, parce que bon, ça serait trop beau si tout le numéro était constitué uniquement de Batman de Brubaker. Et c'est un des meilleurs volumes publiés, donc c'est le 4e, c'est celui que j'ai préféré parmi les 4 parce qu'on a quand même une bonne quantité d'histoires qui sont vraiment très, très sympathiques, une histoire très mignonne avec Gueule d'Argile qui doit sauver un enfant malade, une très chouette histoire de Brubaker sur un monde sans Batman. Et une réflexion qui est même assez fine, où on imagine, Bruce a une vision d'un monde où il ne serait pas devenu Batman, où ses parents n'auraient pas été assassinés.
et où il épouserait Catwoman, il aurait 2 enfants, enfin il vivrait une vie de playboy millionnaire relativement épanouie, mais évidemment à côté de ça, ses Robins tourneraient tous mal puisqu'ils n'auraient pas eu la protection et l'éducation morale de Batman, Gordon serait assassiné, etc. Et donc là, c'est une méditation sur est-ce que Batman peut vraiment être heureux ou est-ce qu'il doit sacrifier son bonheur pour aider les autres. Ça finit un peu vite parce que c'est malheureusement dans le domaine enfantin, donc on passe une dizaine de pages à voir un peu cet univers alternatif et puis ça s'achève un peu brutalement. Il y a pas de, ça va pas plus loin, mais ça reste quand même très très chouette et c'est une très bonne réflexion initiée justement auprès d'enfants qui commencent à lire un peu du Batman et qui voient à quel point Batman ça peut aller loin quand même. On a même une sympathique réécriture de 12 hommes en colère. Carrément, on révise un peu les classiques, même si les classiques du cinéma. Voilà, malheureusement, le film n'est pas cité, alors que ça aurait pu être une bonne incitation à le voir, mais enfin, c'est toujours chouette de voir ça. Il comptait sur le podcast de Batman Legend pour faire la référence. Bien sûr, oui. Et on a une autre très jolie histoire sur laquelle je voulais attirer l'attention, sur le Chapelier Fou, qui de nouveau revient sur ce thème décidément étonnamment présent du Batman heureux, puisque le Chapelier Fou invente vous savez, ce sont les appareils du Chapelier Fou par lesquels il hypnotise les gens. Et il permet à Batman d'être heureux, de vivre une routine où il n'arrête pas de sauver des gens et d'affronter du super vilain, et il trouve un certain épanouissement à ça. Et Batman finit par se rendre compte qu'en fait il n'est heureux que par hypnose, et quand on lui demande mais comment est-ce que tu as fini par t'en rendre compte alors que c'était tellement sophistiqué, il dit j'étais heureux et je suis Batman, je ne peux pas être heureux, donc et dès que je me suis senti heureux, j'ai su qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et bon c'est quand même c'est assez fort. c'est beau. Ça revient d'ailleurs à une discussion un peu qu'on a eue sur le dernier podcast. Oui, tout à fait, oui. Voilà, dans un volume qui est adressé au 6+, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Et évidemment, comme c'est un volume un peu pédagogique, chaque aventure est précédée d'une fiche d'identité du super vilain ou du super héros qui est présenté. Donc c'est vraiment un excellent volume à acheter. Bon, je vous le dis, pour moi, c'est le meilleur Gotham Adventure sorti jusqu'à maintenant, à la fois parce que c'est une très bonne initiation à cet univers et qu'en plus on a quelques aventures qui sont même rafraîchissantes pour nous, évidemment un peu simples, enfin un peu enfantines, mais quelques-unes qui vont quand même relativement loin et qui, pour des lecteurs jeunes, peuvent vraiment leur prouver qu'on peut aller assez loin dans les histoires qu'on raconte de Batman. Donc c'est un volume que je recommande. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Après, moi, je crois que je l'ai pas lu encore ce tome-là, mais tous les récits inspirés de la série animée, il y avait Batman Adventure, il y a eu Batman et Robin Adventure, et maintenant Batman Gotham Adventures. Donc c'est vrai que ça reste dans la même trame à chaque fois. Et ce qui est intéressant, moi, je sais que souvent, quand je dois faire un petit cadeau à quelqu'un de plus jeune, le fils d'un ami, etc., et que du coup je cherche un petit livre, je me tape souvent dans cette collection, parce que du coup, comme ça, hop, je l'initie un peu à Batman, et de belle manière, donc c'est cool. Un peu de lobbying, c'est toujours sympa. C'est ça. C'est mon lobbying à moi. Gotham Adventure, vous l'aurez compris, petite recommandation de Siegfried. Et justement, Siegfried, tu as gardé la parole pour ce deuxième récit. Parce qu'il y a certains récits de cette collection qui se nomment Batman Arkham, que tu avais plutôt apprécié, d'autres que tu n'avais pas trop apprécié, même si les Batman Arkham tu as plutôt apprécié par rapport au Batman mythologie. Mais parle-nous de ce Batman Arkham consacré au Pingouin. Qu'en as-tu pensé? Oui, tout à fait. Donc, c'est une collection d'anthologies qu'on aime beaucoup chez Batman Legend. D'ailleurs, on en parle à chaque fois avec beaucoup d'enthousiasme, quel que soit celui qui le lit ou qui le présente. Donc, ça fait vraiment l'unanimité chez nous. On avait notamment beaucoup aimé le numéro sur Poison Ivy, qui contenait beaucoup de numéros assez mémorables. Donc, on vous renvoie au podcast précédent qui le détaillait. Donc, globalement, c'est vraiment une des anthologies qu'on attend régulièrement. Autant je suis souvent déçu, comme tu le disais, par les mythologies, autant ça, c'est un format qui reste relativement solide. Et le Pingouin, c'est probablement le volume qui m'a le moins plu des 4. Ah. Bon, déjà parce que le Pingouin, c'est un personnage qu'on apprécie tous, parce que c'est un personnage qui est assez présent, qui a son charme, qui a son physique, etc., mais qui n'est pas un personnage doté d'une très grande profondeur. Enfin, ça reste un aristocrate court sur pattes avec un nez crochu et qui utilise des pingouins et des parapluies. Enfin, globalement, ça reste beaucoup moins profond que Double Face ou à Poison Ivy, par exemple, pour citer d'autres super vilains qui avaient eu les honneurs des volumes précédents. Et effectivement, on se rend compte que la plupart des histoires tournent quand même globalement en rond sur ces sujets-là. Donc, quand les scénaristes veulent être originaux, ils vont aller fouiller l'enfance du pingouin pour montrer que Oswald était déjà persécuté quand il était enfant, et donc il va se venger une fois adulte de ceux qui l'avaient persécuté quand il était enfant. Et finalement, c'est un scénario qui revient plusieurs fois. C'est dire à quel point les scénaristes ont du mal à se réinventer. Donc c'est un volume qui est assez
assez décevant de ce point de vue-là. Sur Poison Ivy, j'avais trouvé que beaucoup de récits répétaient aussi la même trame, mais à chaque fois que c'était répété, on sentait que le scénariste voulait vraiment raconter l'histoire définitive de Poison Ivy. Donc il y avait vraiment une ambition scénaristique, une ambition graphique qui faisait qu'il y avait une succession d'histoires assez similaires les unes aux autres, mais toutes assez inoubliables et vraiment très fortes. Donc ça rendait le volume vraiment assez percutant. Là où sur celui-là, on a beaucoup de récits qui sont moyens ou moyens faibles, gentillets sans plus, et aucun qui prouverait vraiment à quel point Oswald Cobblepot pourrait être un personnage vraiment intéressant. Comme d'habitude avec ces anthologies, on a les toutes premières apparitions du pingouin, donc par Kane et Finger en 41. On saute très très vite aux années 60 parce que évidemment il faut montrer le pingouin pendant les années 60, le pingouin qui précède ou qui vit simultanément à la série de 66, qui a vraiment permis de faire revivre le pingouin dans les comics aussi et de le faire revivre dans l'imaginaire populaire. Et on passe immédiatement aux années 80, qui sont les années sur lesquelles les auteurs de ces anthologies ont une prédilection assez manifeste, puisqu'on a pratiquement les 3/4 des récits datent de la fin des années 80, début des années 90. Donc on a vraiment une surreprésentation de cette période, qui est d'ailleurs plutôt justifiée parce que ce sont les meilleurs comics, mais c'est vrai que c'est un peu étrange toujours dans une anthologie de voir une période, enfin de ne voir qu'une période et pas du tout les autres. Des récits qui sont souvent un peu moyens. Ouais, il n'y a pas de grosses évolutions comme on peut l'avoir. Par exemple, dans des Batman mythologie, il y a parfois 3 parties distinctes ou ce genre de choses. Là, on n'a pas. Dans l'Arkham, c'est purement chronologique. Et bon, bah, évidemment, comme on s'en doute, le pingouin des années 40 et celui des années 60, c'est un pingouin un peu clownesque. Donc, il va utiliser beaucoup de parapluies, beaucoup de pingouins et beaucoup de gadgets un peu ridicules. Et celui des années 80, c'est un pingouin qui va beaucoup plus tuer, persécuter, torturer, etc. Mais en dehors de ça, c'est un personnage qui reste relativement similaire du début jusqu'à la fin, qui n'a pas de grande révision des origines, ou en tout cas pas une grande révision sur laquelle ces volumes insisteraient. Et il me semble quand même qu'il y avait un ou deux récits qui m'avaient assez plu, mais je regarderai plus dans mes notes, mais c'était pas. Il y a par exemple un récit, bon, on va dire que je fais une fixation, mais d'Alan Grant, qui est un des meilleurs, évidemment. Encore Alan Grant. Encore Alan Grant, oui, toujours Alan Grant. Une histoire un peu recherchée avec un pingouin qui se fait passer pour mort. Et curieusement, les 2/3 de l'aventure sont consacrés au fait qu'il se fait passer pour mort. Et évidemment, c'est juste un truc. Une fois qu'il revient à la vie, il met en place une manœuvre, un peu une manipulation un peu quelconque, qui se donne voir arrêter par Batman, et c'est fini. Enfin, de temps en temps, voilà, il y a une bonne idée qui est vraiment très chouette au début, qui prend pas mal de place, et puis en fait, c'est juste une aventure quelconque du pingouin à nouveau, qui rend le tout assez peu oubliable. On a même des trucs un peu bizarres. On a deux histoires différentes dans lesquelles le pingouin va aller kidnapper une femme, et donc Batman va, parce qu'il veut vivre l'amour, enfin ce genre de choses, et Batman va la sauver. Donc c'est pas. Enfin voilà, chaque idée est un peu répétée, c'est un peu dommage. On a même un récit d'Ostrander, donc là on peut se dire, bon, Ostrander c'est quand même un sacré scénariste. C'est une mini-série assez longue qui s'appelle Le Pingouin Triomphant, où le pingouin entend des journalistes dire que les vilains sont des victimes de leur obsession pour Batman, donc pas vraiment des coupables. Et sans cette obsession pour Batman, il pourrait faire beaucoup de bien à la communauté. Et en entendant ça, il décide de se ranger. Donc c'est juste une copie à 300% de The Dark Knight Returns et de l'arc de Harvey Dent en The Dark Knight Returns, avec son psychiatre qui le réhabilite en estimant que le coupable c'est Batman, ce ne sont pas les criminels, parce que c'est Batman qui fait des criminels alors qu'il pourrait faire tomber la communauté. Enfin, c'est exactement du pur copier-coller. Enfin, c'est vraiment un peu triste de voir à quel point ces scénaristes ne parviennent qu'à raconter la même chose les uns que les autres, ou des choses qu'ils ont déjà vues ailleurs. Donc finalement, les seuls scénarios qui ressortent un petit peu, ce sont les scénarios dans lesquels vraiment on a une violence du pingouin, dans lesquels on fait ressortir à quel point il est horrible, à quel point il peut être brutal, parce que ça lui donne un côté edgy qui finalement donne un peu de personnalité aux histoires sans que ça les rende non plus exceptionnelles ou originales. L'histoire que j'ai préférée, et de très loin, c'est un récit de Doug Mensch avec Kelly Jones. Bon, bah, évidemment, déjà, c'est un tandem que. Déjà, c'est un tandem pas mal. Oui, c'est un tandem plutôt costaud qui n'a fait pratiquement que des bonnes choses, qui a une vraie patte à la fois scénaristique et esthétique, et qui en l'occurrence vaut vraiment pour le dessin de Kelly Jones, c'est exceptionnel, avec un pingouin qui est complètement tassé, avec un nez particulièrement long et crochu. Enfin, c'est vraiment un des récits qui met le plus en avant ce côté monstrueux du pingouin, et évidemment un Batman hyper gothique avec des épaulettes impossibles. Enfin, c'est Jones qui s'amuse vraiment à fond avec ces concepts-là. Même Bullock et Alfred font des apparitions qui sont absolument hilarantes. Et c'est vraiment une histoire qui a beaucoup de personnalité, assez drôle, qui déploie une vraie imagerie, et qui parvient bien
à faire ce que Munch et Jones savent faire, c'est-à-dire mettre des touches d'humour qui sont vraiment très réussies dans un récit qui, par ailleurs, déploie une imagerie gothique assez macabre. Donc c'est le récit à lire du volume, mais qui ne justifie pas du tout l'achat du volume, bien sûr. Et le dernier récit aussi est pas mal. Pour le coup, je ne connaissais pas le duo qui en était l'auteur. Donc c'est Franck Thierry au scénario et Christian Duce au dessin. Récit de 2013. Une histoire. Récent. Ouais, voilà, c'est assez rare d'ailleurs parce que la plupart de ces anthologies, si je me souviens bien, ont un dernier récit qui date des années 2000 au mieux, ou parfois presque systématiquement, quand ils ont un récit qui est un peu récent, le dernier récit des anthologies est vraiment médiocre et du coup on finit vraiment sur la pire impression possible. Et là, pour une fois, ils finissent sur une histoire un peu mineure, mais avec un pingouin qui est impitoyable, qui est sournois, qui est malin, qui donne vraiment une impression de puissance dans un récit dans lequel il n'y a pas Batman. Et ça, c'est vraiment le genre de récit qui donne une image impressionnante du pingouin et qui peut donner envie de le retrouver. Donc c'est le genre de récit, en fait, on aurait aimé ne voir que ça dans toute l'anthologie, que des histoires comme celle de Munch et Jones ou celle de Frank Thierry et Christian Tucci, des récits qui vraiment montrent à quel point le pingouin, c'est un personnage qui est fort. Pas juste parce qu'il a des gadgets et des tics, mais parce que c'est peut-être une façon de montrer un petit peu aussi toutes les facettes de ce qu'ont proposé les auteurs au fil des ans. Oui, tout à fait, sauf que c'est un personnage qui, en l'occurrence, n'a pas beaucoup de facettes. Et c'est un peu toujours ce qui est dommage avec ces anthologies-là, c'est que finalement, à force de répéter les mêmes choses, elles ont plutôt tendance à prouver que le personnage n'a pas de facettes. Là où leur but, ça serait plutôt de devoir montrer que le personnage a plein de facettes, qu'il est riche, etc. Ce que réussissait relativement bien le volume sur Ivy et ce qui est plutôt raté là. Et évidemment, l'un des défauts de ces anthologies, c'est qu'on a relativement peu de notes replaçant le personnage dans un contexte. En l'occurrence, on a uniquement une préface qui fait un peu moins de 2 pages, et on n'aura ensuite plus aucune explication, pas de postface, etc. Donc ça fait relativement pauvre comme appareil critique. Et on sent que l'auteur de l'édito est un peu cinéphile, parce qu'il doit consacrer 5 ou 6 lignes, il s'attarde vraiment très longuement sur la filmographie de Burgess Meredith, qui est donc l'acteur qui a incarné le pingouin dans la série de 66. Et vraiment, il va dire, oui, regardez, il a joué pour Lubitsch, et il va dire dans quel film de Lubitsch il a joué, et il a joué pour tel autre réalisateur, il va dire pour quel autre film. Enfin, il rentre dans des détails sur la filmographie de Meredith qui n'ont clairement pas leur place dans une notule historique de moins de 2 pages. Il y a certainement énormément de choses à dire. Et par exemple, il passe extrêmement vite sur Burton, alors que je ne sais pas pour vous, mais en l'occurrence, quand je pense au pingouin, je pense essentiellement à Burton, parce que pour le coup, bah oui. Burton a énormément trahi les concepts de Batman, et c'est même assez choquant quand on voit les premiers Batman qu'on aime par nostalgie, etc. Et parce que bon, c'est des bons films et des beaux films, mais quand on les voit sous l'angle de la passion pour Batman, on dit qu'aujourd'hui ça passerait pas du tout parce qu'il ne respecte vraiment rien. Par contre, sa réinvention du pingouin, elle est vraiment formidable. Tout ce que l'auteur de l'éditeur arrive à dire, c'est que oui, Danny DeVito est vraiment formidable en pingouin, certes, mais toute la manière de l'inventer comme double de Batman et même d'en faire ça je vous renvoie au. Tiens, d'ailleurs, je vais mettre dans les commentaires sur la vidéo sur YouTube, je vais mettre les quelques pages de mon livre sur Batman que j'ai consacré au pingouin dans le film de Burton. Parce que je pense que ça peut faire un bon complément justement au livre, parce que justement c'est pas du tout évoqué ici, alors que le traitement du pingouin par Burton fait partie des choses, et c'est peut-être la meilleure chose qui a été faite sur le pingouin en tant que réinvention fidèle à l'esprit du personnage, mais qui en fait un vrai double de Batman, voire le véritable héros du film, avec une vraie réflexion sur comment Batman aurait pu mal tourner, et finalement c'est le pingouin qui a mal tourné le Batman, mais les deux sont des personnages pathétiques. C'est vraiment quelque chose d'assez intéressant et qui est à peine évoqué. Donc voilà, je suis assez déçu par le choix des récits, je suis assez déçu par par l'absence de véritable appareil critique et la notice historique qui est un peu superficielle, ou qui fait des choix qui sont un peu étranges, qui est correct dans l'ensemble, mais qui manque vraiment d'analyse, qui ne dit pas du tout en quoi le pingouin est intéressant, et qui se contente plutôt de répertorier des faits, ce qui est forcément un peu dommage, et qui fait des choix, s'attarde sur des choses un peu curieuses. Donc c'est celle des anthologies. Si vous aimez un peu le pingouin, et que vous vous dites, tiens, je vais acheter ce volume parce que ça me permet de découvrir plus profondément le pingouin et de peut-être encore mieux apprécier et découvrir ses autres facettes, ça ne serait pas forcément un bon achat, parce que c'est pas un volume qui va vous convaincre de la qualité du pingouin, et c'est même pas un volume qui vous fera lire beaucoup de bonnes histoires. Donc voilà, c'est à mon avis. Plutôt déçu de ton côté sur ce numéro. Complètement déçu, d'autant que, comme je l'avais dit, les précédents volumes avaient quand même mis la barre plutôt haut, avec des choix qui étaient soignés, des notices qui étaient bien écrites, etc. Globalement, il y a vraiment une chute
en qualité qui est assez notable, ce qui ne devrait pas concerner le reste, il n'y a pas de raison, mais on a l'impression que Le Pingouin était un peu un passage obligé par les éditeurs et qu'ils n'ont pas forcément su raconter. Et tiens, juste une petite curiosité. Donc à la fin du volume, il y a une rapide biographie de chacun des auteurs, scénaristes et dessinateurs qui a écrit les histoires compilées dans ce volume. Et pour Bob Kane, je vous le lis très rapidement, c'est Bob Kane réalisa avec son studio, comprenant Jerry Robinson, Lev Schwartz ou Sheldon Moldoff, la majorité des épisodes de Batman en magazine et strip de presse, et ce jusqu'en 68. Il créa également dans les années 60 les dessins animés Courageous Cat et Cool McCool. Et c'est tout. C'est un peu... Bon, en l'occurrence, ne pas mentionner qu'il a quand même co-créé le personnage de Batman, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, c'est quand même assez étrange dans une notice biographique dans un volume de Batman sur Bob Kane, et qu'on arrive à mentionner les dessins animés Courageous Cat et Cool McCool. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler, enfin personnellement, si j'avais pas fait des recherches sur Bob Kane spécifiquement oui, sur ça, c'est pas forcément un truc. Parler de ces trucs-là. Donc pourquoi dans une notice qui fait 5 lignes, on parle des dessins animés dont personne n'a parlé? Et on ne mentionne pas son rôle dans la création de Batman, c'est assez étrange, d'autant qu'on sait très bien que sa soi-disant création de la majorité des épisodes de Batman jusqu'en 68, elle est largement fantasmée. En fait, il faisait pratiquement plus rien sur Batman déjà dans les années 50. Bon, enfin voilà, j'ai vraiment... Disons que généralement DC et Urban ont tendance à trop mettre Bob Kane en avant. On sait d'ailleurs que légalement, dans tous les volumes Batman, on a à chaque fois Batman créé par Bob Kane avec Bill Finger. C'est même pas Bob Kane et Bill Finger, c'est vraiment Bob Kane qui est mis en avant avec l'éventualité de Bill Finger, alors que c'est très bien que Bill Finger a fait plus que Kane, mais enfin bref, pourquoi pas. Mais on a vraiment ce paradoxe entre une mise en avant un peu excessive de Bob Kane, qui en plus est récente, parce qu'avant ça, on ne parlait évidemment que de Bob Kane et pas de Bill Finger, et ça contraste vraiment avec cette notice historique qui ne dit pratiquement rien sur Bob Kane et qui préfère parler des dessins animés complètement c'est vrai que c'est assez surprenant. Voilà, plutôt que de sa contribution à l'existence de Batman. Rien que ça. Voilà, c'était une petite curiosité. Ouais, non, c'est vrai que c'est assez surprenant. Bon, après, c'est vrai qu'on ne s'arrêtera pas tous sur ces petites biographies, notamment de Bob Kane, parce qu'on le connaît. En grosse majorité, je pense que tous les lecteurs connaissent quand même plutôt bien qui est Bob Kane. Mais bon, après, pour revenir du coup pour le bilan du Penguin, on est plutôt déçu. Et on attendra de voir la suite de cette série de Batman Arkham. Où est-ce que tu sais à qui est consacré le volume suivant? J'ai pas vu d'informations encore. Bien sûr. Je vais te trouver ça. On peut pas Internet. Je sais qu'en septembre, il y a Batman les Alliés pour la Batman Mythologie. Mais le Batman Arkham, le prochain, j'ai plus le nom. Je sais plus si c'est Mr. Freeze ou un autre. Je vais te trouver ça très très rapidement. Hein. Mr. Freeze, voilà. Donc c'est Mr. Freeze qui sera en octobre. Très bien. En octobre. Ça pour moi est le plus intéressant, parce que pour le coup on aura un personnage avec un vrai développement. Même si c'est toujours le problème, c'est qu'avec de même que le Pingouin a connu son arc le plus fort chez Burton, donc dans un film qu'on ne peut évidemment pas retranscrire dans une anthologie de bande dessinée, parler de Freeze sans s'attarder sur la série animée, ça va être assez compliqué. Mais bon, heureusement, Freeze a été, cette histoire précise a été reprise ensuite même par Dini. Donc en l'occurrence, ça devrait être on devrait mieux voir cette évolution dans les BD même. Oui, et puis c'est vrai qu'il y a quand même des histoires très intéressantes qui ont été développées avec Freeze, donc je suis un peu plus confiant. Un peu plus optimiste. Ok. Et pour être complet, donc ça c'était en octobre, et en décembre, du coup, ce sera consacré au Sphinx. Voilà. Donc, écoutez, on va enchaîner tout de suite parce que ça faisait longtemps. Ça faisait très longtemps même qu'on n'avait pas parlé de Scott Snyder et de Batman Death Metal. On n'en parle pas souvent, ça faisait très longtemps, donc je sais, Zéphry, tu es très très fan, notamment de ces éditions Batman Death Metal, édition spéciale avec des groupes de métal. Mais nous, on en parle souvent parce que c'est une blague, bien sûr, on en parle pratiquement tous les mois, j'ai l'impression, ces derniers temps. Et donc, on n'a pas eu, par contre, la vie de Jay qui fait, du coup, sa première avec nous dans ce podcast. Et Jay, qu'en penses-tu déjà d'une part de ce Batman Death Metal, peut-être de manière globale, et ainsi aussi de l'opération spéciale avec les groupes de métal? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a hypé, quelque chose qui t'intéresse, quelque chose qui te déplaît? Quel est ton avis sur la question?
Alors moi, je suis clairement, je fais partie de l'équipe qui a plutôt apprécié le premier Metal, même si c'est, enfin, je vois tous ses défauts hein, et je les entends. Quand j'en discute avec pas mal de monde, j'entends clairement les arguments, je les vois. Mais malgré tout, j'ai trouvé qu'il y avait de très très bonnes idées de Monsieur Snyder. Les dessins de Capullo et voilà, ils sont efficaces. Ça, pour moi, ça fonctionnait relativement bien, même si le premier était relativement fouillis. Je trouve que le deuxième est un peu plus, si on reste vraiment sur la mini-série, donc sur les 7 épisodes de Death Metal, ceux que j'ai lus en tout cas jusqu'à présent, je trouve que c'est relativement bien structuré. Il me semble que ça part quand même moins dans tous les sens, même si il faut, je pense, quand même un bon background du côté de DC et avoir lu déjà un petit peu la continuité. Et notamment ce numéro 4, là, hein, qui est un peu le tournant de cet event donc consacré à l'univers d'ici, notamment parce qu'il va explorer les 3 grosses crises avec la Crisis on Infinite Earth, Infinite Crisis et Final Crisis, et où chaque personnage de la Trinité va être envoyé dans une de ces crises qui a mal tourné, voilà, pour... Bon, je vous passe les tenants, les aboutissants de tout ça, parce qu'après, effectivement, c'est un petit peu complexe. Mais voilà, moi, c'est quelque chose, pour l'instant, que j'apprécie. J'ai pas lu donc, ce numéro 4, là, qui était dans le tome 2, de Death Metal. Pour le coup, j'ai eu le 3 aussi. J'ai pas encore lu le tome 4, donc j'ai pas encore la fin. D'accord. C'est dans la pile à lire, c'est un des prochains effectivement que je veux dire. Donc j'attends de voir un petit peu où ça va nous mener, mais pour l'instant, le voyage, moi je l'ai trouvé plutôt sympathique sur ce Death Metal. Ouais, bah après, c'est vrai que c'est très irrégulier, enfin, en tout cas, des avis, si je fais un petit peu un résumé, on va dire, des avis qu'on peut recevoir à droite et à gauche, c'est assez régulier dans ce que les gens vont penser du récit. Donc, c'est un peu ce côté-là qui est assez spécial. Après, ça reste du Snyder, on sait comment il met toujours plus dans ses récits, toujours aller plus loin dans ses concepts, dans ses idées, dans ses envies, dans ses délires, j'ai envie de dire, des fois même. Mais voilà, après, ça reste ouais, quelque chose de surprenant. Comme tu disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose à mettre entre les mains d'un débutant, mais bon, voilà. Et pour revenir sur ces éditions spéciales avec les groupes de métal, c'est donc ces fameux éditions spéciales. On a eu, je sais même plus les noms des groupes exactement. La Punacoil, Sepultura. Je sais pas Ouais, s'il est merci. sorti Sepultura, il y en a quelques-uns. Ouais. Le mois dernier, le mois de juin, c'était Opeth Edition. Ouais. Donc c'était le groupe Opeth. Je sais pas si je le prononce bien, mais voilà. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui t'a plu du coup ça? C'est vraiment, enfin, il y a ton âme de collectionneur peut-être qui s'est réveillé en voyant ça ou? Absolument pas. Non, ça m'attire pas du tout. Pourtant, je suis plutôt branché métal dans l'absolu. Ça fait partie des styles musicaux que j'écoute très très librement. Après, là, ce qu'ils proposent, je trouve que c'est des groupes de métal assez typés. C'est pas du tout dans cette branche-là que je mets mes oreilles. Même si Opeth, là, j'ai écouté par exemple aujourd'hui pour me mettre un peu dedans, me dire tiens, on va quand même se rafraîchir un peu les oreilles, voir un peu ce que ça donne. C'est assez surprenant. C'est un groupe qui a vraiment des choses très très différentes dans sa discographie, des choses assez violentes et des choses très très mainstream après qui s'écoutent vraiment très bien. Je vois pas trop l'intérêt dans la mesure où les groupes en question, pour beaucoup, ils ont quasiment aucun lien avec Batman et avec l'univers d'ici. Effectivement, tu mets le doigt sur un point qu'avait relevé Siegfried, c'est que même dans ces numéros spéciaux, ils mettent parfois ils mettent une petite interview de membres du groupe ou quoi, et c'est vrai que tu sens que c'est vide parce que ils ont rien à dire sur Batman, quoi. Donc c'est vraiment purement marketing et il y a aucune idée peut-être tu vois que ça soit un groupe qui aime peut-être Batman ou qui s'intéresse au truc d'une façon ou d'une autre. En tout cas, c'est comme ça que on en avait parlé avec Siegfried il y a quelques mois d'ailleurs. Oui, à chaque fois, il pose la question quel est votre sentiment par rapport à DC Comics et au fait d'être présent dans un projet DC Comics, et si vous rencontriez Batman, qu'est-ce qui se passerait? Et à chaque fois, les réponses sont extrêmement plates. Et là, en l'occurrence, ça se résume à, enfin, je sais plus qui dans le groupe répond, sans doute le lead, qui dit je ne vois pas le rapport avec les super-héros. Et si Batman était réel, il nous botterait le cul, mais il n'est pas réel.
Waouh, bah dis donc, ça valait le coup de se mettre en couverture d'un bouquin sur Batman. Au moins, pour une fois, la couve, elle est quand même super jolie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on a eu des couvertures qui étaient vraiment hideuses dans cette opération promotionnelle. Là, au moins, on a une vraie belle couverture. Mais sinon, en termes d'interview et de lien avec Batman, c'est d'une vacuité. Enfin, ils ne font même pas semblant. C'est quand même facile d'orienter les questions où le groupe pourrait au moins essayer de faire croire qu'il s'intéresse à Batman parce qu'il sait que son interview figurera dans un livre consacré à Batman quand même. Mais non, il n'y a vraiment aucun effort. On dirait qu'il s'amuse à montrer aux lecteurs qu'ils se fichent complètement de cette opération de com et qu'ils sont là pour le pognon et c'est tout. Enfin, c'est vraiment affreux. Mais comme le fait... Pardon, excuse-moi, mais du coup, comme le fait de l'avoir diffusé au moment du Hellfest, le premier métal, pour le coup, et d'ouvrir ça comme première lecture pour certaines personnes qui n'ont jamais lu de Batman, enfin, c'est pas du tout adapté, c'était vraiment artificiel, monté de façon complètement artificielle pour essayer de vendre avec le nom Batman, avec le côté un peu gothique qui colle au métal, mais bon, de très loin, quoi. Enfin... D'autant que les aventures elles-mêmes n'ont rien à voir avec la musique métal, à part, je ne sais plus quelle aventure dans laquelle une version de Superman, je crois, une espèce de guitare électrique qui envoie des ondes, enfin un gros délire, mais je crois que c'est la seule référence à une musique vaguement métalleuse dans l'intégralité de métal, et ça peut faire quelques planches. Enfin, ça vient vraiment de nulle part, même comme hommage au métal, c'est vraiment artificiel. C'est un peu. Il y avait un truc absolument génial. Par contre, ça fait partie des choses que j'aime chez Snyder. Enfin, pas le côté too much, hein, mais dans le premier métal du nom, il y avait un épisode où il jouait avec les notes de musique. Et notamment, on avait un espèce de groupe sur scène qui était monté dans un espèce d'univers complètement délirant par John Kent et Damian. Ils se retrouvaient avec des instruments et en fait ils utilisaient des notes. Alors c'est difficile à retranscrire à l'écrit. Ils utilisaient les notes C et D, du coup Do et Ré. C'est l'écriture anglaise des notes. Et en fait, ils ont joué avec un code qui était donné pour Clark et Diana. Et ça, c'était super bien trouvé, mais c'était pas très bien amené. Dans la forme, c'était pas bien fait, mais l'idée en elle-même, j'ai trouvé que le lien était bien fait, quoi. Ouais, c'est vrai, ça c'était intéressant. Bon, après, voilà, il a des bonnes idées des fois, Snyder, mais c'est juste qu'il sait pas se limiter, il veut aller toujours plus loin et que il finit toujours par se ramasser, j'ai l'impression. C'est pour ça qu'on a toujours cette impression à la fin de déception, souvent en tout cas, peut-être pas tout le monde et pas tout le temps, mais enfin voilà, c'est un ressenti général hein, quand on retranscrit là aussi, quoi. Après, pour les couves, il y en a une qui va venir un peu plus tard, qui est consacrée à Ozzy Osbourne, que moi je trouve sympa aussi. Mais on en reparlera peut-être dans un autre podcast. Et, vous pourrez voir les couves du fameux album directement sur Internet. En tout cas, on les partagera quand ça sera l'heure de leur sortie. Je crois que c'est sur le 7e numéro, donc c'est le dernier si je ne m'abuse. Bon, voilà un petit point pour Batman Death Metal. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, donc il fallait faire un petit point. Il fallait, oui, absolument. Refaire notre deuxième coup de gueule là-dessus. Voilà, fermons cette parenthèse et ouvrons une autre grande parenthèse des récits dont on n'avait pas parlé depuis extrêmement longtemps, encore une fois. Injustice. J'ai l'impression qu'on parle d'injustice tous les 2 mois aussi, mais cette fois, il y a de l'injustice avec du comment dire, du nouveau, du tout frais. De l'inédit, incroyable. Incroyable. Mais bon, ça sera republié dans 2 mois et dans 6 mois et dans 10 mois, mais pour l'instant, c'est inédit. Ça sera dans la prochaine intégrale peut-être, mais en attendant, c'est inédit en France et c'est Injustice et Year Zero. Jay, vas-y, présente-nous ce récit qui fait donc office de prélude Injustice. Tout à fait, donc c'est un préquel qui a été écrit après la série principale Injustice, et donc qui regroupe 14 chapitres qui étaient sortis au format digital en premier lieu, et donc tiré de la fameuse saga de jeux vidéo Injustice. Donc on se retrouve dans un monde alternatif créé par Tom Taylor, qu'on retrouve par ailleurs sur DCeased, et avec 3 dessinateurs dont Roger Antonio qui fait la plupart des numéros. Et donc on se retrouve avec donc une intrigue qui se passe avant donc les événements d'Injustice, avant le statu quo initial d'Injustice, et avec la Justice Society of America qui se retrouve au centre d'une intrigue avec le Joker qui se retrouve doté de pouvoirs de contrôle mental. Et donc, alors, moi, ce truc-là, je l'ai plutôt apprécié. Alors, je l'ai lu spécialement pour le podcast. Hein. J'avais pas prévu de le lire au départ. Il se trouve que j'ai de la dévotion quand même. Eh oui, on essaie de faire ça bien. On va essayer d'être à la hauteur, en tout cas. Du coup, moi, j'avais lu que Injustice année 1.
dans l'opération de l'année précédente, donc j'ai pas lu la suite, toutes les années effectivement qui sont sorties ensuite, mais je trouve que ce prélude marche bien. Il amène vraiment donc le statu quo initial, notamment avec le triangle entre Lois, le Joker et Superman. Je trouve ça plutôt bien fait, plutôt efficace. Ça reste assez simple dans le déroulé. Alors, est-ce que le fait que je l'ai lu en numérique, donc c'est un format assez linéaire, on va avoir vraiment le système de 2-3 cases qui se suivent à chaque fois. Je pense que dans les versions album, effectivement, on n'aura pas du coup de pleine page comme ce qu'on peut avoir dans une œuvre qui est pensée pour être directement imprimée. Donc ça donne un côté assez linéaire, mais finalement ça fonctionne bien avec le style de Tom Taylor. Et moi j'ai passé plutôt un bon moment, c'est une belle surprise. Et pour le coup, si les dessinateurs ont la qualité de Roger Antonio sur la suite d'Injustice, que j'ai pas encore lu, effectivement, année 2, etc., ça me donne envie peut-être d'aller jeter un œil. Disons que c'est assez inégal. Ouais, pour le dire vraiment très 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 poliment, oui. D'accord. Non, Injustice, il y a de très bonnes idées. On en reparlera plus tard. Je vais vous laisser conclure Year Zero, mais on reviendra après parce qu'il y a toujours l'intégrale qui est publiée aussi au mois de juin, donc on va faire rapidement en parler. On fera le point à ce moment-là. Pas de souci. Du coup, je sais pas, Siegfried, ce que t'en as pensé. Alors moi j'étais beaucoup plus sceptique que toi, déjà parce que je trouve que le monde d'Injustice n'avait pas forcément le besoin de préquel. Enfin, déjà que la série Injustice 1 servait de préquel aux jeux vidéo, commencer à raconter le préquel du préquel, on commence à aller un peu loin dans une démarche opportuniste, mais surtout ce que j'aimais bien dans le principe des comics Injustice, c'est qu'on débarquait dans un monde qui était assez similaire au monde canon de Batman, Superman, etc. Au monde de DC tel qu'on le connaissait, et qu'on voyait comment il commençait à dériver vers quelque chose de totalement différent et vers un concept totalement neuf, original et un peu fou de Tom Taylor. Du coup, revenir un an avant que ce monde normal ne commence à devenir bizarre, ça implique vraiment qu'on revient à une époque où c'était encore plus normal. Donc pour le coup, on est vraiment très 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 loin du Superman qui veut devenir dictateur. Et donc, on se demande un peu ce que le comic va essayer de poser pour la suite, sachant qu'il peut rien poser pour la suite, puisqu'on était déjà à une espèce de degré zéro au tout début des comics Injustice. Et donc, ce qu'il veut poser pour la suite, c'est, en gros, Taylor s'est dit, tiens, j'ai parlé de tout le monde dans mes comics Injustice, mais j'ai pas parlé de la JSA. Donc, je vais faire un comics où je vais tuer tous les membres de la JSA, parce que comme on n'en parle pas après, il faut bien qu'on en parle à un moment donné. Et comme tout le monde aime bien mes DCs, je vais tuer tout le monde parce que j'ai rien d'autre à faire. Et ce qui fait. C'est sa spécialité, tuer. Oui, tout à fait. Mais la particularité de Tom Taylor, ce qui fait que je considère vraiment habituellement que c'est un grand scénariste, c'est que c'est quelqu'un qui sait vraiment écrire des personnages avec qui il sait mettre 10 nouveaux personnages dans un comics et pourtant tous bien les écrire, bien leur donner leur moment et éventuellement les tuer ensuite. On l'avait vu sur son premier volume de Suicide Squad par exemple, mais plus sur le deuxième où il était beaucoup plus décevant. Sur les Injustice, c'était vraiment assez dingue à quel point il parvenait à mobiliser des nouveaux univers entiers dans chaque nouvelle année. Et pourtant vraiment très bien les écrire de façon très convaincante, malheureusement très mal accompagné par les dessinateurs, mais à chaque fois le scénario était vraiment non seulement bien imaginé, mais aussi bien écrit, bien dialogué, très respectueux des personnages, etc. Là, j'ai trouvé que c'était beaucoup moins le cas, déjà parce qu'on ajoute toute la JSA, du coup ça fait quand même un beau paquet de monde dans un comics qui est quand même tout de même relativement court, et le comics m'a paru plus préoccupé par le fait de devoir tuer les personnages que de prendre le temps de vraiment les faire vivre. La plupart n'ont même pas un éphémère petit moment pour donner l'impression d'exister et sont tués vraiment tout de suite. Et finalement, on passe plus de temps, et vraiment beaucoup de temps, à expliquer l'origine de l'espèce de gadget magique que le Joker va utiliser ensuite pour tuer toute la JSA, puisque ça vient de lui. Donc c'est un gadget magique, c'est bon, c'est des comics, on accepte ce genre de délire, mais c'est pas la peine de passer 10 pages pour nous expliquer d'où vient ce gadget alors qu'on sait que c'est un gadget débile de comics. Enfin, c'est bon, à aucun moment c'est un truc qui va avoir un statut particulier dans la suite. Donc on passe vraiment énormément de temps là-dessus, qu'on aurait pu se consacrer à davantage approfondir les personnages ou la relation entre la JSA et la JLA qui a quelques jolis moments, parce que ça reste Tom Taylor, donc il sait quand même écrire quelques relations entre les personnages, mais globalement c'est vite expédié et on passe énormément de temps sur le Joker et sa découverte de ce gadget magique et la manière dont il va ensuite tuer les gens pour un comic qui finalement est un peu... On est vraiment dans une espèce de démarche de Marvel Zombies où finalement on est plus là pour s'amuser à voir tout le monde mourir que pour voir comment ce concept un peu original va permettre de refaçonner les personnages et d'écrire de belles relations entre les personnages. Alors que c'est ce que j'avais aimé dans DCeased, c'est qu'on s'éloignait vraiment des Marvel Zombies par l'idée de ne pas faire un comics qui ne soit que fun
mais de faire un souci à comics qui vraiment essaye avant tout d'utiliser son concept pour réécrire de nouvelles relations entre les personnages qu'on connaissait déjà, et ça c'était assez fort dans la plupart des volumes de DC's, notamment le premier DC's et puis Unkillables, et là c'est quelque chose qu'on a vraiment pas du tout. Donc voilà, pour moi ça reste un comics assez dispensable, qui en plus n'est pas trop rattaché à Injustice, à part à la toute fin. Le Joker a l'idée qu'il faudrait qu'il parvienne à corrompre Superman parce qu'il a entendu Batman dire à un moment Superman est incorruptible, donc il se dit ah, il est incorruptible, bah, je vais essayer de le corrompre. Et voilà, c'est le seul lien qu'on fait avec ce qu'il va tenter de faire dans Injustice. Ouais, bon d'accord. Tout ça pour raconter comment il a l'idée, enfin on commence à être vraiment dans les espèces de délires de préquels cinématographiques où il faut expliquer comment un personnage a eu tel manteau, un personnage a eu tel collier, un personnage a eu tel nom, enfin, et on fait tout un film là-dessus, là, c'est un peu la même idée. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage, parce que au lieu de... Là où on commençait les Injustices avec une histoire un peu terre à terre ressemblant vraiment à notre monde, et donc assez chouette justement par ce côté-là, là on rentre tout de suite dans un truc assez délirant avec plein de morts, des gadgets magiques, et qui s'attarde assez peu sur les personnages, alors que c'est vraiment ce qui fait la force de Taylor David. Au moins il est assez bien accompagné au dessin, c'est pas exceptionnel, mais c'est quand même beaucoup mieux que ce que font les d'autres sur Injustice. Mais voilà, pour moi ça reste... J'entends tout à fait qu'on puisse l'apprécier, mais vu tout ce que Taylor a su faire, et tout ce dont on sait qu'il est capable, c'est quand même relativement faible, et j'ai l'impression qu'il a fait ça pour cachetonner, parce qu'évidemment, il surfe sur Injustice pour raconter ce qui se passe encore avant, plutôt que de faire un E3, parce qu'évidemment, un E3 c'est prévu, mais pas pour tout de suite. Faut pas trop donner l'impression que les lecteurs sont des vaches à lait. On peut leur donner l'impression, mais il faut quand même faire semblant qu'on les respecte. Donc on va faire plutôt une année 0, plus qu'une année 3, mais ça reste un comics qui, à mon avis, prend un peu les lecteurs pour des vaches à lait, pour ne pas raconter grand-chose. Ok, du coup, c'est vrai que ce petit Injustice Year Zero peut soulever un débat. En tout cas, il peut diviser, et c'est vrai que, bon, moi je l'ai pas encore lu, mais je pense que je le lirai parce que ça m'intéresse de voir ce que va produire Tom Taylor, qui est un scénariste que j'apprécie de plus en plus par rapport à tout ce qu'il a pu faire. Donc c'est vrai que c'est parfois très intéressant. Et si on parlait tout à l'heure de Injustice, et on parlait des autres années, parce que tu n'as pas forcément lu, Jay, et on disait justement en ces mots que Injustice, au niveau des dessins, c'était irrégulier, on peut en parler parce qu'il y a encore une nouvelle intégrale d'Injustice qui est publiée, et cette fois c'est l'année 4 qui est publiée sous forme d'intégrale. Donc l'année 4, ça regroupe les tomes 7 et 8, si je ne m'abuse. Je vérifie ça de suite. Ouais, c'est ça. Les tomes 7 et 8 de la première édition de Injustice. Donc, on se retrouvait... je vais peut-être laisser du coup Siegfried faire le petit topo. Alors, on l'a pas forcément relu pour ce podcast, et on en a déjà parlé peut-être maintes et maintes fois. Donc, peut-être juste un petit récap de qu'est-ce qui se passe globalement dans cette année 4. Les grandes lignes. Franchement, j'ai pas lu Injustice depuis une éternité. Si je me souviens bien, l'année 4, ça porte sur l'arrivée des dieux, notamment donc des dieux d'antiquité grecque, qui constatent à quel point Superman commence à délirer et tente de rééquilibrer le monde et de retrouver aussi du coup un peu leur propre pouvoir dans ce monde. Et ils devront affronter en ça les néo-dieux, et du coup c'est que assez original, parce qu'il me semble assez peu avoir lu dans les comics de rencontres entre les dieux du panthéon grec, dont on sait qu'ils sont vraiment très présents évidemment par Wonder Woman notamment dans l'univers DC Comics, et tout l'univers des néo-dieux. Donc ça... C'est ce que je disais d'ailleurs en disant autant de mal d'année 0. C'est l'un des comics qui rappelle le talent de Tom Taylor pour prendre... Enfin, dans chaque année qu'il écrit, il essaye d'imaginer un nouveau concept. Il y a celui où il parle des Green Lantern, par exemple. Là, c'est vraiment l'année... Il y a l'année où il va parler des sciences occultes. Là, c'est vraiment l'année où il va parler des dieux, et donc confronter son concept du Superman dictateur qu'essaye d'abattre la rébellion de Batman à toutes ces divinités. Et donc comment est-ce que Superman, qui est une espèce de dieu moderne, de dieu contemporain, mais pas vraiment un dieu au sens religieux du terme, va essayer de justifier son statut et d'exister par avoir des puissances qui sont quand même relativement supérieures même à lui. Donc c'était assez intéressant, parce qu'on retrouve vraiment ce talent de Taylor pour prendre des personnages qu'on ne s'attendrait pas du tout à voir dans cet univers-là, et savoir quand même créer des situations qui sont relativement crédibles en termes de pouvoir et surtout en termes de personnages, savoir écrire de bonnes relations entre les personnages et un bon développement qui paraissent vraiment cohérents et respectueux de chacun, alors même qu'on mélange des concepts qui n'ont pas l'habitude d'être mélangés et qui a priori ne vont pas très bien ensemble. Donc moi j'en ai gardé vraiment un très bon souvenir, même si voilà c'est pas toujours très bien dessiné,
mais c'est même assez mal dessiné. Enfin, c'est vraiment dommage. On se rend, en lisant ça, C'est très irrégulier, ouais. on se dit que de nos jours, on ne confierait plus un truc aussi gros à des dessinateurs aussi moyens. C'est vraiment dommage parce que ça pourrait être de très 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 grands comics si ce scénario était mis au service de vraiment bons dessinateurs. Donc c'est vraiment du gâchis, mais ça fait partie des vraiment bonnes années, de celles qui donnent qui rebooste un peu le lecteur d'Injustice, qui peut se dire oh, c'est encore long, il y a encore plein de volumes, et puis après Injustice 2, et puis Injustice à 0, on va jamais en sortir. Mais ça fait partie des bons volumes qui font dire au lecteur tiens, ça parvient vraiment à se renouveler cette Injustice, j'ai envie de continuer. Donc ça fait, je recommande évidemment. Ok, alors en préambule du podcast, on savait pas ce qu'on allait dire sur année 4. Je trouve que tu t'es bien débrouillé, Zécrire. Finalement. C'est là que les commentateurs vont me dire mais année 4, c'est pas du tout pour les dieux, ça c'est année 5, t'as tout confondu et du coup rien de ce que je dis n'est crédible. Bah, si c'est le cas, bah, mettez-nous tout ça dans les commentaires. Et puis on gardera ce topo qu'on recollera seulement dans le prochain podcast qui parlera de l'année 5 du coup. Voilà, bon, pour Injustice, ça a effectivement un résultat inégal, mais cette année 4 très intéressante, notamment par rapport à sa qualité d'écriture, la qualité d'écriture de Tom Taylor. Maintenant que l'on a lu on va dire les récits, les gros récits qui sont parus durant ce mois de juin chez Urban, on va s'attacher à une opération donc qui est renouvelée pour la deuxième année chez Urban Comics, c'est l'opération d'été. Donc l'année dernière, on avait 10 récits dont la plupart étaient concernés Batman, mais pas que. Cette année, je crois qu'on peut tous les rattacher d'une manière ou d'une autre à l'univers de Batman, soit par la Justice League, soit par Harley Quinn, soit par la Suicide Squad ou tout simplement Batman. Donc c'est vrai qu'on a vraiment des récits très très estampillés Batman. Certains s'en plaindront. Chez Batman Legend, pas forcément, hein. Mais c'est vrai qu'on aurait pu, ça peut être aussi l'occasion pour ces opérations d'été de promouvoir des personnages autres que les personnages les plus connus, mais c'est peut-être aussi une façon d'attirer plus de monde et de faire entrer plus de lectorat, hein, ce qui est le but de l'opération, plus facilement dans un univers de comics. Donc bon, ça se discute. Je voulais juste relever en préambule, parce que l'année dernière, on s'était beaucoup plaint, en tout cas beaucoup de personnes s'étaient plaintes de la qualité des ouvrages là, qui sont quand même distribués à un tarif intéressant de 4 €, dans 3,90, je crois. 4,90 non 4,90, 4,90. Enfin, vraiment pas cher en tout cas. Vraiment dérisoire. Voilà, très intéressant pour plus de 200 pages en général, entre 200 et 300 pages. Et généralement des classiques ou des récits par des scénaristes assez forts. Enfin, c'est vraiment, tout à fait. Et beaucoup de personnes s'étaient plaintes de la qualité des ouvrages, notamment de l'impression en elle-même, et sur la reliure des récits qui, au bout d'une lecture, parfois se détachaient. Et je n'ai pas vu de retour comme ça cette année, donc peut-être la preuve qu'Urban Comics s'est amélioré sur ces collections-là, sur ces opérations-là. Je crois surtout qu'ils ont fait des volumes plus courts, là où il y avait 1 ou 2 volumes l'année dernière qui étaient vraiment particulièrement massifs et sur lesquels il y a eu beaucoup de ouais, peut-être que ça se joue sur ça, mais peut-être qu'ils se sont améliorés aussi. Mais effectivement, j'ai rien entendu non plus. Donc peut-être un point d'amélioration qu'a réussi à avoir Urban sur ce côté-là. Et outre la qualité donc des récits, on va dire purement comment dire, techniques, hein, sur le côté de l'édition, passons maintenant au contenu de ces récits-là. Il y en a 10 au total, on va essayer de les passer rapidement, même si, mea culpa, il y en a 2 qu'on n'a pas lus ou relus pour vous en parler ce soir. On aurait compté plutôt sur les filles de l'équipe pour vous en parler, mais elles n'ont pas pu se libérer ce soir. Donc on va commencer par un Justice League versus Suicide Squad. Et puis c'est Jay qui va nous en parler. Ça marche. Alors du coup, ce numéro donc, qui correspond au tome 10 de la collection, lui, il comprend du coup le premier gros événement en fait de la période Rebirth, premier gros crossover, donc qui était en 6 numéros, une mini-série en 6 numéros, avec également certains tie-ins dans les séries Suicide Squad et Justice League. Donc on a une pléiade de scénaristes et surtout de dessinateurs, puisqu'il y a 4 scénaristes, dont Joshua Williamson et Tim Seeley, et 19 dessinateurs, ce qui est absolument cataclysmique, avec Jason Fabok, Tony Daniel et notamment Robson Rocha, le regretté Robson Rocha qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Tout à fait, donc effectivement, c'est vrai qu'il nous a quittés malheureusement suite à des problèmes liés au Covid au Brésil.
le dessinateur brésilien. Donc, moi, je l'avais croisé à Aix-en-Provence. Il était venu lors d'une petite convention à Aix-en-Provence. Donc, je l'avais croisé à cette occasion-là. Et donc, forcément, je lui fais un petit coucou à lui et ses proches, forcément. Ouais, la même chose. La même chose, je l'avais croisé aussi à Aix, effectivement. Et voilà, ça reste un super souvenir, quelqu'un de très sympa en plus. Donc, voilà, un super artiste qui a bossé notamment sur la série Green Lanterns, à la même époque d'ailleurs. Et après, sur Aquaman, on l'a retrouvé à différents moments. Et effectivement, enfin, il est à la hauteur de tous les dessinateurs, de la plupart des dessinateurs en tout cas qui sont sur cet événement, parce qu'on a du dessin très très moderne. Bon, Fabok qui dessinait déjà sur Darkseid War et qu'on retrouve du coup un petit peu, qui fait un peu la suite en quelque part de ce qu'il avait commencé sur Darkseid War. Et donc les dessins c'est plutôt chouette, c'est plutôt très bien fait. En revanche, sur le scénario, c'est pas incroyable. C'est plutôt plaisant à lire. C'est vraiment explosion, baston, infection. Enfin voilà, on a du récit avec tout ce qui... Voilà, blockbuster à fond, c'est du récit popcorn. La première fois que je l'avais lu, moi, je l'avais trouvé ça vraiment pas terrible. À la relecture, il y a pas très longtemps, je l'ai relu en TPB, on me l'a offert en TPB et j'ai plutôt passé un bon moment. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi ça m'avait pas plu à ce point-là la première fois. Notamment, il y a quelques bonnes idées sur la machination qui fait que les deux équipes s'affrontent. Puis, comme on le sait toujours dans ce genre de récit, on sait que tôt ou tard, elles vont se mettre ensemble pour affronter une autre menace. Donc là, clairement, on a une machination en face d'Amanda Waller, qui est la manipulatrice en chef, va trouver encore plus manipulateur qu'elle. Et ce truc-là est plutôt sympa. La relation avec ses enfants, et notamment avec sa fille aussi, qui est plutôt sympathique. Et voilà, c'est le seul point un peu profond qu'on va trouver dans ce comics, parce qu'après, sinon, ça va être quand même coup de bambou sur coup de bambou, quoi. Ok. Siegfried, tu veux dire un petit mot sur ce récit-là, ou est-ce qu'on enchaîne Non, je suis assez d'accord. De toute façon, moi, on sait que les comics qui racontent vraiment une surenchère d'action et de super vilains qui cachent un super vilain, qui cache un super vilain, c'est pas trop mon truc, donc je partage Ouais, donc je vais éviter de t'envoyer sur ce sujet-là. Mais effectivement, une appréciation artistique, parce qu'il y a quelques artistes vraiment très talentueux dans l'eau qui font du joli boulot, donc ça reste lisible, mais bon, c'est pas mon truc, quoi. Ouais, parce qu'après tu vas être trop négatif, Siegfried, alors je vais essayer de t'empêcher cette négativité. Après, forcément, il y a aussi encore de la Suicide Squad au programme, hein, deuxième récit dans cette collection Opération d'été, c'était Suicide Squad Renaissance. Ça, par contre, du coup, on a fait un peu l'impasse dessus. Est-ce que tu veux quand même dire, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui veut quand même dire un rapide mot sur ce récit, ou on enchaîne de suite sur le troisième? Bon, pas grand chose à part que c'est des dessins de Jim Lee quoi, qui sont plutôt efficaces, mais ça m'a pas donné envie de continuer, hein, donc le scénario devait pas être incroyable. Pas terrible, ok. On enchaîne donc très rapidement sur un troisième récit, et cette fois c'est... alors, ça peut prêter à confusion, puisqu'effectivement ce récit s'intitule Batman l'asile d'Arkham, mais il contient en fait le récit qui était intitulé autrefois dans un TPB chez Urban Comics, Les Patients d'Arkham. Siegfried, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Déjà, rappeler qu'effectivement, on avait fait un long coup de gueule sur ce nouveau titre, d'autant qu'il ne vient vraiment de nulle part. C'est déjà Urban qui avait traduit Les Patients d'Arkham en 2014, donc pourquoi lui donner un nouveau titre trompeur? Et effectivement, j'en ai parlé avec certains lecteurs qui croyaient et qui voulaient l'acheter en croyant qu'il s'agissait que l'asile d'Arkham était l'asile d'Arkham, le comics mythique de Morrison, Dave McKean. Effectivement, c'est le nom le laissait indiquer, et même si l'illustration ne connaît pas forcément un McKean, le nom de toute manière des auteurs et scénaristes, du scénariste et du dessinateur n'apparaît pas sur le volume. Donc, il n'est pas facile non plus de voir l'erreur, et on ne pouvait pas imaginer qu'Urban aurait cette idée étrange de sortir un asile d'Arkham qui ne serait pas un asile d'Arkham. Bref, et toute cette confusion est d'autant plus dommage qu'en fait, c'est certainement l'un des tout meilleurs volumes de cette opération d'été. Les Patients d'Arkham, c'est donc un récit de Dan Slott, qui est un scénariste qu'on connaît surtout pour son travail chez Marvel sur Superman. Je crois qu'il écrit Superman depuis pratiquement 10 ans. Enfin, c'est vraiment un auteur extrêmement important sur le personnage, et dont le travail sur le personnage est extrêmement, extrêmement reconnu, et dessiné par Ryan Sook. Et c'est un comics qui part d'un postulat assez amusant, en fait, qui évoque une espèce de millionnaire, playboy, un capitaliste, une espèce de requin qui, lors de son procès, plaide la folie pour ne pas aller en prison. Classique. Sauf qu'il est à Gotham.
Et il ne connaît pas Gotham. Il ne sait pas que quand on plaide la folie à Gotham, on se retrouve à Arkham. Et qu'il vaut mieux se retrouver dans une prison classique que de se retrouver à Arkham. Et on a tout ce running gag qui m'a vraiment beaucoup fait rire en l'occurrence, où donc il arrive à Arkham, donc lui c'est vraiment un mec grelé. Enfin, son truc c'est juste d'être un capitaliste qui exploite les gens. Il n'est pas du tout particulièrement psychopathe, il n'est pas particulièrement violent. Enfin, il n'a aucune compétence particulière, aucun pouvoir particulier, il n'exerce aucune dangerosité sur les autres patients d'Arkham. Et la plupart toutes les personnes qu'il rencontre à Arkham, qui sont donc les pires psychopathes du monde de Batman, lui disent « Tu es la pire personne que j'ai jamais rencontrée ». Et donc il y a tout un discours qui pour le coup serait digne d'Alan Grant sur le fait que finalement trafiquer l'argent, appauvrir les pauvres est un crime qui est bien pire que tout ce que peuvent commettre les super-vilains, qui au moins ont le prétexte de la folie, une forme de psychopathie, de brutalité arbitraire, là où ce capitaliste, c'est presque un procès fait au capitalisme en général, a le défaut d'appauvrir volontairement et systématiquement une catégorie de la population pour enrichir ceux qui sont déjà puissants. Et voilà, c'est amusant de voir le Joker dire à ce type-là « Tu me répugnes, j'ai jamais rencontré pire que toi ». Et lui qui dit au Joker « mais t'es le Joker, tu tues des gens !» Et il lui répond « Oui, mais moi au moins, je ne leur vole pas l'argent qu'ils avaient mis de côté pour les études de leurs enfants. » Du coup, là, c'est ce genre de dialogue et de running gag. Un différent d'opinion. Voilà, mais qui est assez hilarant et qui sonne assez juste. Enfin, ça donne vraiment une espèce de petite charge anticapitaliste assez sympathique au comics. Comics dans lequel donc, ce personnage, a priori relativement insignifiant, est un prétexte pour rencontrer plusieurs patients d'Arkham, beaucoup de patients qu'on n'a pas forcément tant que c'est l'habitude de rencontrer, puisque les principaux... C'est ça, moi, des souvenirs que j'en ai, c'est vrai que c'est souvent des personnages plutôt secondaires qui apparaissent dans ce volume. C'est ça, les deux principaux sont la super-vilaine Jane Doe, qui a donc la capacité d'imiter le comportement et jusqu'à se prendre pour d'autres personnes. Et on a d'ailleurs une scène extrêmement glaçante, je spoil pas parce qu'elle est vraiment très réussie, mais enfin voilà, ça donne lieu à quelques situations qui sont vraiment assez fortes. Et Humpty Dumpty, donc vous savez, ce personnage qui a l'air d'un œuf et qui est parfois un sbire du Joker, parfois un super vilain plus secondaire, et qui vraiment a le droit à beaucoup de pages pour raconter une origin story assez touchante. Donc c'est vraiment un volume que je trouve extrêmement réussi, parce qu'il parvient à alterner entre une vraie légèreté et tout ce qu'il y a de plus torturé dans l'asile d'Arkham, pour un récit qui est vraiment original, qui est rafraîchissant, qui va très loin dans l'obscurité, et du coup à chaque fois qu'il y a un peu de légèreté, c'est d'autant plus rafraîchissant, qui m'a un peu rappelé certains comics Vertigo par cette manière extrêmement dure, extrêmement froide de raconter la folie, et malgré tout parsemé de touches d'humour. On retrouve vraiment certaines choses de Sandman, mais aussi peut-être un peu d'esprit de Tom Taylor dans le fait d'écrire beaucoup de nouveaux personnages, et à chaque fois de bien les écrire et de bien écrire leurs nouvelles interactions. Enfin, c'est vraiment un très chouette comics qui est très bien pensé, qui est bien dessiné, qui a vraiment cette personnalité que j'avais déjà, dont j'ai dit que je venais de l'apprécier dans le volume sur le pingouin, qui me rappelle un peu ce qu'avait fait Munch et Jones, du coup, avec cet équilibre parfait qu'il parvient à retrouver entre le scabreux, vraiment du glauque, et des touches d'humour, et tout fonctionne vraiment très bien. Donc c'est mon deuxième comics préféré cette opération d'été, et certainement celui dont on a le moins entendu parler de l'extérieur, donc que je recommande vraiment vivement. Oui, c'est vrai que c'est un comics assez peu populaire. C'est peu populaire. C'est aussi ton avis, Jay? Est-ce que comment tu as apprécié ce récit ou pas? Alors, j'ai beaucoup aimé le début, le postulat de départ. Je trouve même qu'on retrouve un peu un lien avec un autre volume de cette collection qui est le Joker d'Azzarello et Bermero, parce qu'on voit effectivement tout un univers à travers les yeux d'un personnage secondaire, et on rentre vraiment en empathie avec ce personnage au début, et avec sa détresse de dire mais pourquoi j'ai plaidé la folie, et je me retrouve avec ces tarés autour de moi, quoi, tous les désaccès. Par contre, au fur et à mesure,
L'intrigue en fait m'a sorti, enfin j'ai été sorti de l'histoire et notamment jusqu'au twist concernant Gendo, ça va. J'ai trouvé ça plutôt sympathique, ça m'a plutôt plu. Après par contre j'ai complètement décroché sur la fin, notamment quand ça verse sur l'ésotérique. Pourtant, j'aime l'univers magique de chez DC, la Justice League Dark, ce genre de choses, mais là, j'ai pas du tout accroché à ce qui se passait. Et je trouve d'ailleurs Requin Blanc, il est plus du tout central après sur la fin. Et voilà. Et ça en fait que c'est un tome que j'ai pas apprécié tant que ça au final, quoi. Ouais, ok. Ouais, beaucoup moins optimiste que Siegfried. Comme quoi, Siegfried peut être très optimiste et très positif sur un récit. Voilà, donc vous ne pouvez pas dire que Siegfried est toujours négatif. Effectivement, je comprends. Enfin, il faut vraiment s'attendre à être surpris parce que le récit essaie de se renouveler assez régulièrement et à chaque fois qu'on est dans une espèce de rythme de croisière, on se dit que on sait ce qui va venir, on sait que le personnage principal va rencontrer d'autres super vilains, qu'il va être plus ou moins menacé, plus ou moins protégé par d'autres, et qu'on va continuer d'explorer cet univers. Tout à coup, on nous surprend avec Jendo qui tout à coup devient crucial. Puis tout à coup, il y a toute une intrigue qui est pratiquement plus une sous-intrigue autour de Jason Blood et Trigan. Donc voilà, il faut vraiment s'attendre à ce que les auteurs bousculent les enjeux pour nous surprendre. Personnellement, j'ai un peu décroché aussi sur la fin, sur le côté Jason Blood à Trigan, parce que ça vient un peu comme un poil sur la soupe, mais ça vient volontairement comme un poil sur la soupe, justement pour aussi raconter que ce personnage complètement commun, qui d'abord est confronté à quelques psychopathes plus ou moins ordinaires, et qui finalement est confronté à un truc qui est complètement délirant, et qui finalement lui-même finit par retrouver sa place à Arkham. Et finalement, ça pourrait pratiquement ressembler à l'Arkham Asylum de Morrison et Mackin, dont l'idée était quand même que Batman finalement aurait sa place à Arkham, et là c'est vraiment ce personnage complètement exogène qui n'a rien à faire ni par son background ni par sa personnalité à Arkham, finit par devenir vraiment à part entière un patient d'Arkham à force d'être confronté à des choses qui le bouleversent toujours de plus en plus, et en ça marche plutôt bien. Mais je comprends tout à fait qu'on décroche. Mais voilà, il y a vraiment une originalité dans l'approche qui pour le coup m'a beaucoup plu et qui m'aurait moins plu si on était resté dans quelque chose de beaucoup plus statique tout du long. Ok. Bon, mais alors, du coup, Jay, tu n'as pas apprécié ce Batman l'Asile d'Arkham qui reprend les patients d'Arkham. As-tu aimé le prochain récit qu'on va aborder, Batman versus Deathstroke? Alors, plutôt oui. Sachant que c'est la fin du run, enfin c'est vers la fin en tout cas du run de Christopher Priest dans la période Rebirth sur le personnage de Deathstroke, donc le fameux assassin. C'est pas l'arc que j'ai préféré par contre sur ce run là. J'ai trouvé en dessous un petit peu d'autres chapitres qui avaient été, enfin d'autres arcs, d'autres moments narratifs que j'avais trouvé meilleurs. On retrouve clairement la narration, le chapitrage, sa façon de jouer avec les flashbacks en permanence, voilà, quitte à nous perdre un peu, donc ça demande d'être très concentré. C'est une lecture un peu exigeante. Et par contre, j'aime beaucoup le postulat de départ qui est sur la recherche de la paternité de Damian, avec un test ADN. Et voilà, est-ce que Bruce Wayne est vraiment le père de Damian? Voilà, l'idée est bien trouvée. Le final, je l'ai trouvé plutôt touchant. Donc j'ai plutôt apprécié. C'est pas un truc que j'ai trouvé incroyable, mais dans l'ensemble, j'ai plutôt apprécié. D'accord. Une bonne lecture, ce Batman vs Deathstroke. C'est vrai que ça avait déjà été publié. Je crois que c'est le même contenu qui avait été publié sous le nom Batman vs Deathstroke déjà à l'époque. Ouais. Il me semble que c'est exactement le même contenu. Oui, ils ajoutent à la fin un petit arc avec Superman. D'accord. C'est vraiment parce qu'il manquait des pages. À titre personnel, j'ai presque préféré l'arc avec Superman à l'arc avec Batman. Mais D'accord. c'est son subjectif. Mais je suis assez d'accord avec Jay. Effectivement, ça fait partie des bons récits d'opération d'été sans faire partie non plus des fondamentaux. Parce qu'il y a un postulat amusant, et en fait, évidemment, le lecteur se dit, Damian, c'est le fils de Bruce Wayne. On peut pas remettre ça en cause, et on va surtout pas remettre ça en cause dans une série Deathstroke, donc il y a forcément un truc. Mais du coup, on est vraiment happé parce que la série, c'est vraiment de mettre le doute. Nous, on est persuadé que c'est faux, mais du coup, on se demande vraiment comment l'auteur va mettre en scène la fallacité de ces tests ADN et de ces personnages. Enfin, va mettre comment est-ce que Batman et comment tous ces personnages, Talia et Deathstroke, etc., peuvent être abusés par cette espèce de truc. D'où est-ce qu'il vient? Donc, on est vraiment happé par cette recherche de la vérité, alors même qu'on connaît la vérité, qu'on croit connaître la vérité et qu'on doute peut-être un peu de plus en plus. C'est assez bien géré, c'est assez chouette.
mais je partage tout à fait ton avis. C'est sur un run de Priest sur Deathstroke qui est vraiment plutôt pas mal et qui rend plutôt bien un personnage qui est pas toujours bien écrit dans les comics. C'est pas le meilleur moment de ce run. Mais il fallait le mettre parce que c'est une opération d'été Batman et donc il fallait mettre Deathstroke et Batman parce que sinon Batman apparaît relativement peu dans le reste du run et on ne peut pas. Vous imaginez sortir un comics sans Batman? Quelle idée, pauvre inconscient. Ah bah, ça se fait pas déjà. Chez Batman Legend, on n'autoriserait pas ça. Donc après Batman, il y a eu Justice League versus Suicide Squad, il y a eu du Batman versus Deathstroke. On est encore sur un versus parce qu'on a Batman versus Bane. Siegfried, je pense que tu as apprécié ça. Oui, alors on avait écrit un article sur l'opération d'été où chacun des auteurs de Batman, des rédacteurs de Batman Legends choisissait un comics, un ouvrage de l'opération d'été qu'il recommandait particulièrement, et moi j'avais choisi le Batman versus Bane, et pour le coup je m'étais même pas battu avec les autres parce qu'évidemment tout le monde voulait le Joker d'Azzarello et Bernero, et du coup il n'y avait aucune compétition pour celui-là. Donc c'est évidemment extrait du run de Tom King, et ça fait vraiment partie des volumes que je recommande très chaleureusement, surtout si vous ne faites pas partie des gens qui ont déjà lu le tome. Oui. Ouais, si je me trompe pas, je voulais juste préciser, c'est le tome 3 de Batman Rebirth, il me semble, là, qui est repris dans ce... 2 et 3, t'as même un bout du 2, ouais. Un bout du 2, ok, d'accord. Et c'est vraiment un volume que je recommande, à condition évidemment que vous ne soyez pas déjà lassé de Tom King. Parce que après, quand on a lu beaucoup de Tom King, surtout que Tom King c'est un scénariste qui a vraiment une patte assez forte, mais qui n'est pas toujours aussi subtil dans tous ses comics et qui fait parfois des choses qui sont pratiquement catastrophiques. Donc on peut vite être lassé et puis garder en mémoire ce qu'il a fait de pire, y compris sur Batman d'ailleurs. La toute fin de Batman, c'est vraiment très dommage. Heroes in Crisis, c'est vraiment très décevant. Enfin, il a fait beaucoup de choses qui sont quand même Rorschach, c'est un peu moyen. Enfin, il a fait beaucoup de choses qui sont quand même plutôt moyennes, toujours avec les mêmes tics, mais des tics qui fonctionnent aussi parfois très très bien. Donc si vous êtes dans une phase de lassitude de Tom King, c'est vraiment pas un truc à lire. Par contre, si vous ne connaissez pas trop Tom King, c'est vraiment l'un des comics que je recommanderais, parce que c'est un des premiers moments dans ce run sur Batman où on sent vraiment sa patte dans sa manière d'éclater la narration et de poser des planches entières où on voit juste Batman en train d'infiltrer la base de Bane, donc des planches où il se passe absolument rien. Enfin, il passe dans des canalisations sur plusieurs planches entières, mais on a des petits cartouches de texte qui parviennent vraiment à donner une intensité, à préparer à ce qui va se passer ensuite, à poser les personnages et à poser l'intrigue. Et il y a vraiment une compétence d'écriture de Tom King dans ses dessins qui est extrêmement réussie, d'autant que c'est dessiné par Hanin, donc c'est vraiment extrêmement réussi. Là où je vous rappelle que le tout début du run de Tom King, était dessiné par Finch, si je me trompe pas. Donc c'était quand même pas tip top, qu'on aime ou pas Finch, c'était un peu dommage. Et donc là, ça fait vraiment partie des premiers arcs de ce run où on retrouve complètement Tom King, c'est-à-dire le Tom King qui ne travaille qu'avec d'excellents dessinateurs, qui maîtrise la narration séquentielle de fond en comble, qui sait raconter ses histoires en demandant le meilleur dessinateur et en demandant à chaque dessinateur d'exploiter son talent propre au mieux. Et c'est assez chouette. C'est pas ce qu'il y a de mieux dans tout le run de Tom King, mais c'est une excellente introduction à Tom King et c'est l'un des meilleurs premiers moments, l'un des premiers meilleurs moments dans ce run que je recommande. Donc vraiment pour découvrir une autre approche de la narration dans un comics qui est quand même très mainstream. Et c'est vrai que quand on se rappelle qu'on est quand même juste on est dans le run Batman, le run canon traditionnel Batman, c'était quand même une approche qui était assez audacieuse, tant d'un point de vue esthétique que d'un point de vue de la narration. On osait un peu chambouler la manière dont on racontait traditionnellement les histoires, de manière traditionnelle à laquelle on est évidemment revenu avec la suite, mais on ne reviendra pas sur on ne reviendra pas sur la suite de suite, ouais. Non, tout à fait. On ne reviendra pas maintenant sur la suite. Ça a déjà été fait d'ailleurs dans les précédents podcasts. C'est aussi ton avis, Jay? Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir sorti ce moment-là de Batman vs Bane, ce moment du run de Tom King? Mais oui, à fond. Alors là, je suis à fond avec Siegfried là-dessus. Moi, je suis très très fan du run de Tom King. Et je trouve que c'est vraiment, pour moi, le démarrage du run de Tom King, parce qu'avant le premier tome, je ne suis pas rentré dedans du tout, avec Gotham Girl et Gotham. Moi aussi, j'avais pas apprécié le premier tome non plus. Ouais. Celui-ci, je le trouve vraiment super efficace. Et alors, du coup, il y a Finch qui revient après sur la fin du tome, et sur l'arc Mon nom est Bane. Et il y a un moment que je trouve absolument fantastique, qui peut paraître tout con comme ça, c'est la scène de la Bat Family qui se retrouve dans le fast-food.
C'est très Marvel dans l'état d'esprit en fait de les voir dans la vie de tous les jours. Il y a vraiment une confrontation, il y a une espèce de jeu de rivalité entre Damian et Jason Todd. Enfin, on les voit vraiment comme on les voit jamais d'habitude. Et j'ai regretté qu'on revoie pas plus ce genre de choses plus tard dans le run de Tom King. Même si effectivement sur la narration il y a plein de choses déjà qui laissent présager du très très bon. C'est le début du Bat-Cat. À chaque fois, c'est cette espèce de petite réponse entre Batman et Catwoman. Donc ceux qui détestent ce gimmick-là, clairement, vous n'allez pas aimer. Comme le disait Siegfried, je suis à fond. Mais sinon, voilà, c'est magnifique, c'est bien fait. Et enfin, voilà, le final à Arkham est absolument épique. Et voilà, ça fait écho d'ailleurs à Nightfall, avec le gimmick, ouais, te briser les reins à chaque fois, ça revient, ça aussi. Mais ouais, c'est vraiment, pour moi, c'est le meilleur tome de ces 10, hein, clairement, de l'opération été. Bon, on est complètement en phase alors. On a deux chroniqueurs totalement en phase et j'aimerais préciser quand même que Siegfried vient de nous poser un avis positif sur Batman Asile d'Arkham, donc les patients d'Arkham, et sur Batman vs Bane. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'est officiel, Siegfried n'est pas toujours dans la négativité, vous ne pouvez pas dire ça. On enchaîne rapidement on va revenir un peu sur du Justice League. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas parlé de la Justice League. Et cette fois, c'est un récit donc qui se consacre à l'event Forever Evil. Du coup, écoute, J, à toi. Alors, Forever Evil, qui était sorti dans les tomes 6 et 7 de Justice League, période Renaissance New 52, sous le nom Le Règne du Mal. Donc qui voit le syndicat du crime de la Terre 3 prendre le pas sur la Terre principale d'ici et donc voilà, diriger l'ensemble de la planète, voilà, se retrouver vraiment au pouvoir et mettre au banc les super-héros d'ici qu'on connaît, et notamment la Ligue de Justice. Alors moi c'est un récit pareil, la première fois que je l'avais lu, j'avais lu d'affilée en fait tout le Justice League, les 10 tomes à l'époque, je les avais un petit peu enchaînés de chez Urban, et j'avais trouvé, ça m'avait pas convaincu plus que ça. Et on retombe encore une fois avec les méchants qui prennent le pouvoir, chose qu'on va retrouver d'ailleurs très récemment dans Doom War, et qui est pas forcément le meilleur moment du run de Snyder. Et on y revient. On y revient toujours. Et là, Geoff Johns, alors du coup, c'est une série, si on prend vraiment juste l'event principal, Forever Evil, c'est une série effectivement en quelques numéros, et qui est donc écrite par Geoff Johns, qui est un scénariste que j'adore vraiment, qui a fait énormément de très très bonnes choses, notamment sur Green Lantern. Et on a David Finch qui est au dessin, et clairement je vois une grosse différence entre cette époque-là et le fameux tome sur Bane où on le voit officier. Je trouve qu'il y a une progression entre les deux. À l'époque, ces dessins effectivement j'ai trouvé quand même en dessous à l'époque de Forever Evil. Et malgré tout, voilà, c'est quelque chose que j'ai trouvé plutôt plaisant à la relecture. Je trouve qu'on voit bien que Geoff Johns connaît bien l'univers d'ici, et il montre son amour en fait clairement pour cet univers-là, et son utilisation notamment de Sinestro, de Flash, de Black Adam. On voit que le gars il a bossé sur Green Lantern, sur Flash, sur Shazam. Donc on voit qu'il se fait plaisir, quoi. Il rajoute vraiment des trucs assez sympas de sa connaissance et de ce que lui-même a écrit sur l'univers d'ici. Par contre, le point noir de ce récit, je pense que c'est ce qui m'avait vraiment déplu, c'est le sort qui est réservé à Nightwing. Clairement, il l'aime pas. Hein. Il y a un petit peu comme Tom Taylor au début d'Injustice. Hein. Et ils aiment pas Nightwing. Hein. Ces gens-là, je sais pas pourquoi, parce que c'est vraiment un des personnages que je préfère, avec Dick Grayson sous son avatar. Et clairement, voilà, le sort qu'il lui réserve, alors ça va ouvrir à quelque chose de très positif derrière, avec la série Grayson d'ailleurs, qui est plutôt sympa. Mais clairement, voilà, l'utilisation et ce qu'ils font à Nightwing, on dit bon, ils lui font du mal, quoi. À chaque fois, il aime pas ce personnage, quoi. Ouais, et puis dernièrement, il avait morflé aussi, mais heureusement qu'il sera bientôt écrit par Tom Taylor, donc ça promet d'être un peu plus respectueux du personnage. Oui, j'espère. Ouais. Et dessiné par Redondo, donc enfin Taylor va avoir un bon dessinateur. On aura enfin du bon Nightwing pour les amoureux de Nightwing, et je sais que dans l'équipe de Batman Legends, il y en a aussi. C'est ça, Aliénor, enfin si des tu nous contents. écoutes. Et du coup, Siegfried, toi, t'en as pensé quoi de ce Forever Evil ? Oh, bah, globalement, je suis d'accord avec toi. J'ai aussi beaucoup d'admiration pour Johns, même s'il écrit beaucoup. Donc, ce qui fait que comme il écrit beaucoup, forcément, il y a des choses qui sont un peu moins consistantes que d'autres, mais globalement, il fait partie de ce qu'on appelle les grands architectes chez DC. C'est en gros Mark Waid, Grant Morrison et lui qui sont les gens qui donnent l'impression de maîtriser absolument tout ce qui se passe
dans l'univers de DC depuis les tout débuts jusqu'à la toute fin, de chaque personnage un peu cryptique dans une série régulière des années 70 jusqu'au truc le plus contemporain et le plus connu. Dans cette description-là, pardon, tu ne comptes pas Scott Snyder, donc. Non, pas vraiment, non. Enfin, c'est vraiment des scénaristes qui ont un certain génie des comics, au sens où ils parviennent vraiment à démontrer une maîtrise de l'univers qui est assez exceptionnelle et à la mettre en scène de façon qui est souvent assez réussie, respectueuse, pour vraiment enrichir leurs histoires et leur background. Et c'est quelque chose qu'on retrouve chez Jones et qu'on retrouve ici aussi, où c'est quand même un joli hommage au syndicat du crime, même si, bon, voilà, ça reste quand même un peu relativement commun, je trouve, comme intrigue. C'est chouette quand on découvre le syndicat du crime, mais en tant que seul comics de l'opération d'été à faire apparaître le syndicat du crime, je me dis un lecteur qui ne connaît pas trop Batman, enfin le connaît évidemment en ayant vu des films, etc., mais sans plus, et qui lit ça, va peut-être se dire, ah tiens, Allman ou Ultraman, c'est quand même des personnages qui sont chouettes, j'ai envie de les retrouver. Donc on peut développer cet intérêt pour ces personnages-là, mais pour des gens comme nous qui sommes un peu des vieux Robert du comics, c'est pas le meilleur développement qui ait jamais été offert à ces personnages. Ça reste quand même des grosses intrigues de gros combats, de gros pouvoirs, de gros méchants, ça reste un peu dans cette idée de blockbuster aussi grand public. Donc, Tout à fait, oui, voilà, mais on est vraiment du grand public. Ça, ce qui compte, enfin, du coup, je trouve que l'opération d'été est assez réussie dans le sens où elle parvient à faire contraster certains comics qui sont vraiment du gros blockbuster et certains comics qui sont des approches beaucoup plus personnelles, un peu autorisante, un peu expérimentale. Donc on a vraiment un peu de tout. Et là, on est quand même plutôt dans le franc blockbuster. Le franc blockbuster assez bien géré par Jones. Encore que je préfère vraiment la partie Forever Evil à proprement parler que les autres trucs qui sont proposés aussi dans le volume. On sent vraiment une différence entre la série sur laquelle il a eu ses libertés, la série qu'il a voulu écrire, et puis le reste qu'il a dû faire un peu par obligation. Donc il y a des trucs qui sont vraiment chouettes pour ceux qui aiment sur le blockbuster. Après voilà, quand on est sceptique sur le blockbuster, c'est pas le genre d'histoire vers lesquelles on ira se porter spontanément, parce que ça reste des personnages qui volent des pouvoirs aux autres et qui ont des méga pouvoirs et qui vont quand même parvenir à être battus, on sait pas trop comment, alors que 3 pages avant ils étaient plus puissants que n'importe qui au monde. Enfin, voilà, ça reste des schémas hyper convenus, mais quand on aime ce genre de gros blockbuster, on fait vraiment nettement pire aussi. Tout à fait. Tout à fait. Alors, Siegfried, tu t'étais bien débrouillé tout à l'heure sur un récit qu'on n'avait pas lu, Suicide Code Renaissance. J'ai envie de te relancer du coup sur un autre récit qu'on n'a pas trop lu, c'est Harley Quinn Rebirth. Dans l'équipe, tout le monde a lâché, même Alexandra, qui suivait la série Harley Quinn depuis les New 52, qui là a complètement lâché. Donc c'est pour ça que vous ne trouvez plus de review des dernières sorties d'Harley Quinn Rebirth sur Batman Legends. C'est tout simplement parce que trop, c'est trop. Siegfried, tu peux nous en dire quelques mots ou pas du coup? Est-ce que tu arriverais à sortir un petit topo sur Harley Quinn Rebirth? Un petit topo, vraiment. Je me souviens que j'en avais déjà parlé dans un Batman Legends, c'est la dernière fois que j'ai lu du Harley Quinn de ce run, mais ça date peut-être d'il y a un an et demi. Ah, c'est possible. Où j'en avais déjà dit tout le mal que j'en pensais. Pas que ça soit mauvais, c'est juste que c'est une approche qui me parle pas du tout. Donc c'est le Harley Quinn qui est scénarisé par Amanda Conner et Jimmy Palmiotti, qui est vraiment du Harley Quinn calibré pour ce qu'on pense être l'électrice fan d'Harley Quinn. C'est-à-dire que c'est complètement déjanté du début à la fin, c'est juste des blagues, c'est un dessin qui est vraiment extrêmement propre, avec des aplats presque grossiers, presque flashy, des gros contours noirs, enfin quelque chose qui est vraiment très cartoon à la fois dans l'écriture et dans le dessin, mais qui est quand même assez peu drôle. Du coup, ça va vraiment dans tous les sens, mais c'est juste un gros bazar qui n'est pas... Un gros bazar un peu chaotique, mais qui ne raconte pas forcément grand-chose, qui ne va pas forcément quelque part, qui n'est pas forcément drôle non plus. Enfin voilà, c'est quelque chose qui, moi, m'a juste épuisé très vite sans rien m'apporter et que j'ai laissé tomber exactement comme les autres. Peut-être à regret, peut-être que la fin est formidable, mais on a quand même fait beaucoup de bonnes choses sur Harley Quinn et je pense que ça ne fait vraiment pas partie des bons volumes sur le personnage. Même si vous êtes fan d'Harley Quinn, feuilletez peut-être, parce qu'il y a une approche d'Harley Quinn qui est assez différente du reste, au sens où on assume vraiment le côté cartoon. Et voilà, je pense vraiment que les éditeurs se sont dit, tiens, que veulent les lecteurs, ou surtout les lectrices d'Harley Quinn? Elles veulent un personnage complètement déjanté qui fait n'importe quoi, on va leur offrir ça. Et ils ont dû se rendre compte qu'en fait c'était pas absolument, enfin on cherchait peut-être un personnage un peu plus fin, un peu plus profond, un personnage certes délirant mais qui est quand même en quête de sens, enfin comme on a vu beaucoup d'approches d'Harley Quinn autrement plus intéressantes avant et surtout après l'échec de cette Harley Quinn Rebirth, mais pour des lecteurs qui connaîtraient beaucoup de facettes d'Harley Quinn,
peut-être que ça peut les intéresser en proposant une lecture différente et beaucoup plus déjantée. Mais voilà, si vous voulez un Harley Quinn déjanté, allez voir la série animée Harley Quinn, qui pour le coup est vraiment beaucoup plus intéressante en utilisant la notion de déjanté dans son sens le plus mature et qui est vraiment très loin et qui propose quand même un spectacle autrement plus, à la fois plus divertissant et plus intéressant que l'Harley Quinn de Conner et Palmiotti. Tout à fait. Tu vois, tu te débrouilles pas mal pour des récits quand on les a pas lus. Garde la parole, tiens, je vais te lancer du coup sur quelque chose d'un un peu plus sombre, un peu plus mature, un peu plus lourd de sens. C'est Joker par Azzarello et Bermero. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire de ce fameux Joker? Alors, ce Joker, déjà, c'est l'argument de vente principal de l'opération d'été. D'ailleurs, c'est le volume qui, sur toutes les images dans lesquelles on voit C'est tous les vrai. volumes de l'opération d'été, c'est le volume qui est mis en avant parce que c'est le volume le plus connu des aficionados de Batman. C'est l'un des volumes par lesquels on recommande généralement un néophyte de commencer ses lectures dans l'univers de DC parce que ça n'exige aucune connaissance particulière de cet univers et en même temps, c'est une lecture qui est quand même assez percutante à la fois sur le fond et sur la forme. C'est le genre de lecture par lesquelles on ressent vraiment la personnalité d'un scénariste et d'un dessinateur. Donc ça fait partie des comics qu'on peut aborder même en tant que néophyte pour découvrir que finalement le comics c'est pas juste des combats des combats un peu bêtes de super-héros et de super-vilains avec des dessins un peu lambda, mais ça peut proposer quelque chose d'un peu plus fort. Donc je comprends qu'ils aient fait leur pub là-dessus. Bon, je trouve extrêmement curieux qu'ils aient renommé ça Joker, mauvaise fréquentation. Mauvaise fréquentation, Ouais, c'est est-ce que vraiment. c'est pas lié au fait qu'il y ait les deux récits? Parce qu'on parle beaucoup du récit principal qui occupe les pages de cet ouvrage, mais il y a un deuxième récit qui l'accompagne, donc peut-être que ça joue sur l'intitulé Ouais, enfin du... pour le coup, dans le deuxième récit de Joe Kalamkiri, on parle encore moins de mauvaise fréquentation que dans le premier. Donc oui, ouais, il fallait peut-être donner un titre pour distinguer ça des autres Jokers. Encore que Peut-être. quand on a Batman vs Deathstroke, on ne parle pas du tout de Deathstroke vs Superman, qui pourtant fait partie de l'ouvrage aussi. Enfin, je suis pas sûr qu'il faille essayer de trouver du sens à tout ça. Ils ont juste Écoute, trouvé un j'aurais essayé. J'aurais essayé. ils ont juste mis un nouveau titre en espérant que certains lecteurs connaissant le Joker d'Azzarello et Bermero se disent tiens, c'est peut-être un nouveau comics Joker, on va peut-être l'acheter pour voir ce que c'est. Ah non, en fait, on l'a déjà lu Heredity 15 fois par Urban. Enfin, je sais pas trop ce qui aurait passé par la tête alors que c'est un récit qui est connu sous un nom établi et auquel ils ajoutent un nom qui est beaucoup moins intéressant. En tout cas, voilà, ça fait partie de leurs arguments de vente principaux et c'est probablement le comics par lequel beaucoup d'autres blogueurs, beaucoup de nos confrères vont commencer par vous parler parce que ça fait partie des classiques. Et parmi tous les comics de l'opération d'été, c'est certainement celui qui a le plus une stature de classique, une stature de comics que tout le monde a lu, que tout le monde recommande. Je dirais pas que c'est le meilleur, encore une fois. Je pense que les Passions d'Arkham ou le Batman contre Bane proposent des approches beaucoup plus intéressantes, plus profondes, plus humaines, plus stimulantes de ce que peut faire Batman. Mais c'est un comics qui a vraiment eu son importance en son temps parce que déjà c'est un comics dans lequel on ne voit pas ou pas du tout, pratiquement pas Batman. C'est vraiment Mhm. ça utilise l'idée assez classique mais qui fonctionne toujours très bien d'un personnage, d'un être humain un peu lambda qui vient de nulle part, qu'on ne connaît pas et qui va rencontrer un super vilain et qui du coup est une porte d'entrée pour le lecteur dans l'univers d'un super vilain, en l'occurrence du Joker, qu'on découvre par un regard un peu innocent d'un petit malfrat, mais enfin un petit malfrat qui n'a rien à voir avec les exactions assez brutales habituelles du Joker. Et dans un comics qui est extrêmement glauque et qui s'est surtout fait connaître pour ça, il y avait un effet choc assez volontaire de la part des deux auteurs quand le comics est paru, parce on a un personnage qui est écorché vif, par exemple, on a des scènes d'une violence qui sont quand même relativement épanouies, relativement choquantes. On a même une Harley dont beaucoup détestent le portrait parce qu'on en fait une prostituée un peu dans le, dans le sens le plus vulgaire et le plus bas du terme. Et évidemment, beaucoup de fans d'Harley ne la reconnaissent pas là-dedans. Enfin voilà, c'est vraiment un comics qui cherche à exprimer tout ce que l'univers de Batman aurait de glauque s'il existait vraiment, loin des trucs loin des combats un peu propres qu'on voit dans la plupart des comics traditionnels, en partant du principe que si le Joker, si le Shark, etc., ces personnages-là existent vraiment, bah évidemment ils vont faire des trafics de drogue, ils vont faire des bordels, ils vont écorcher vif, ils vont faire des choses qui sont beaucoup moins propres et jolies que ce qu'on peut voir habituellement, et ils n'hésitent pas à exprimer ce glauque puissance 1000, donc ça donne quelque chose d'assez neuf au comics, un peu moins neuf maintenant qu'on l'a lu, parce que ça fait quand même des années qu'il est sorti, on l'a lu et relu, et on a vu beaucoup d'autres approches différentes qui font qu'il peut paraître un peu plus daté par rapport à tout ce qui est paru après, mais ça reste un comics
qui donne une approche intéressante du Joker et qui fait partie de recommandations à lire. D'ailleurs, Azzarello et Bermero avaient écrit ce volume sur le Joker juste après avoir écrit un volume sur Luthor, qui est aussi une lecture que je recommande et qui est à mon avis des approches les plus intéressantes de Lex Luthor et de la manière dont il conçoit Superman et pourquoi il déteste Superman. Donc c'est un diptyque qui fonctionne plutôt bien. J'ai une préférence pour le Luthor personnellement, mais le Joker, à partir du moment où on accepte ce postulat extrêmement glauque, scabreux, et on accepte d'être un peu heurté par une brutalité qui peut sembler gratuite parfois, est un comics quand même vraiment intéressant de la sélection, et voilà, fait partie des comics classiques à lire dont on vous parlera et vous reparlera. Donc si vous ne l'avez pas lu, pour 4,90 €, ça fait certainement partie des comics à acheter. C'est tout à fait. Alors, tu n'as pas trop évoqué l'homme qui rit, mais c'est vrai qu'il complète le livre. Il devait manquer des pages, comme on disait tout à l'heure. Et pour le coup, l'homme qui rit, c'est vraiment très chouette. Et c'est d'ailleurs pas mal parce que c'est vraiment extrêmement différent. Enfin, pour le coup, on est sur un comic scénario Oui, on est sur quelque chose de très différent. Ed Brubaker et Menke, donc l'approche est vraiment radicalement différente à littéralement tous les points de vue, et ça donne quelque chose d'assez complémentaire sur le Joker qui fonctionne assez bien. Donc voilà, ça fait partie des volumes recommandables. Donc, comme je le disais, c'est pas ma première ou ma deuxième recommandation, mais ça fait partie des 3 ou 4 volumes de cette opération d'été qu'il faut avoir lu si vous ne les avez pas encore lus. Même si vous l'avez probablement déjà lu, parce que voilà, non, bien sûr, bien sûr. Joker. Recommandation pour toi aussi, Jay? Oui, ça fait partie des cultes, hein. Je suis tout à fait d'accord avec Siegfried là-dessus. C'est pas un de ceux que je préfère, moi non plus. Le côté un peu malsain, effectivement, du personnage, qu'on retrouve d'ailleurs un peu dans le Dark Knight de Nolan, hein, de Heath Ledger, qui est clairement dans la même veine, hein. Le mec, on sait pas du tout, ce fameux Joker, il peut péter un câble l'instant à l'autre, d'une case à l'autre, il peut se passer un truc qu'on n'attend pas du tout et d'une violence inouïe, quoi. Donc, c'est intéressant, c'est culte, mais ça fait pas partie de mes préférés. Ouais, c'est marrant que tu dises justement qu'il y a une ressemblance avec le Joker de Nolan, qui d'ailleurs apparaît à peu près au même moment où Azzarello écrit ça. Je crois que le livre sort juste après, quelque chose comme ça. Et quand on l'avait interviewé pour Batman Legend, Azzarello, j'avais demandé justement s'il y avait eu une inspiration ou autre, et non, visiblement pas. C'est assez surprenant d'avoir ces deux Jokers assez semblables paraître en même temps sans avoir visiblement été inspirés l'un de l'autre. Donc en même temps, l'inspiration n'était pas possible parce qu'ils sont sortis vraiment à quelques mois d'intervalle tous les deux en 2008. Oui, mais c'est vrai que c'était assez troublant, quoi. Oui, tout à fait. Oui, c'est deux Jokers qui sont vraiment extrêmement proches, mais pour le coup, on peut vraiment rien leur reprocher parce que les dessins Bermero a commencé à dessiner son Joker bien avant la sortie du film. Il n'y a aucune raison qu'ils aient eu accès à des concept art ou quoi que ce soit du film, surtout qu'à une époque où Azzarello et Bermero n'étaient pas aussi connus qu'ils le sont aujourd'hui. Et inversement, il n'y a aucune raison que Nolan se soit inspiré de dessins de Bermero d'un comics même pas sorti. Donc ça fait vraiment partie de ces coïncidences vraiment très étonnantes, de rencontres de grands esprits où deux personnes se sont dit au même moment, tiens, le Joker a été représenté de cette manière, on va aller dans une voie un peu différente avec un Joker encore plus taré. Et faut tant mieux, hein. Voilà, et ça marche bien. Ça marche bien. Il nous reste 2 récits à traiter pour ces Bat Reviews, qui, vous l'avez compris, est très long parce que cette opération était. Mais du coup, cet avant-dernier récit, je vais le filer à Jay, qui va nous en parler. On parlait des bons récits d'Harley Quinn. Alors du coup, Gotham City Sirens, c'est bien? Oui, c'est bien. C'est franchement bien. Alors c'est un récit de Paul Dini, du coup, qu'on connaît pour la série animée notamment. Et co-créateur du personnage tout de même. Tout à fait. Et ouais, personnage voilà, pour le coup, il va nous allier Catwoman avec Poison Ivy et Harley Quinn. Et franchement, c'est un récit, contrairement à la plupart des récits qu'on a dans cette collection-là, c'est peut-être le plus frais. C'est celui, je trouve, qui a un côté vraiment feel good à la lecture. En tout cas, c'est quelque chose qu'on ressent vachement. On a ces personnages qui vont se retrouver, qui vont s'entraider, qui vont se mettre en colocation. Voilà, on a un aspect qui est vraiment intéressant, qui est pas Je trop trouvais que Joker, c'était pas feel good. non, c'est vraiment l'opposé du Joker, quoi, clairement. Et même dans le dessin. Alors après, au dessin, on a Guillaume March, on a pas mal de monde aussi. C'est très sexualisé. Vous en avez déjà parlé plusieurs fois dans les podcasts. Donc c'est vrai que, on en a parlé parce que de par sa sexualisation des personnages, du coup, on cite souvent Guillaume March comme exemple. Mais c'est vrai que
Et après, alors c'est un récit qui est, y a juste un petit clin d'œil que j'aime bien remarquer dans ce genre de récit. Batman n'apparaît quasiment pas. Et d'ailleurs, à l'époque, c'était donc pré-Flashpoint, c'était Dick Grayson qui était sous le costume de Batman, qui est une de mes périodes préférées. Et clairement, j'aime beaucoup voir Dick à la place de Bruce. Et on en parle très peu. C'est vrai que dans la continuité aujourd'hui, quand on retrouve Dick, bah, on parle rarement du fait qu'il ait été Batman et que voilà, il a vraiment un héritage fort et important à un moment donné de sa carrière. Et voilà, c'est un petit côté voilà, qui rajoute un petit plus à ce récit qui est déjà très sympathique. Et pour juste un dernier petit point, vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y a un personnage en le refeuilletant dernièrement qui s'appelle Angela, qui est une victime menacée, en tout cas voilà, à l'intérieur du récit. Il s'appelle Angela, qui m'a beaucoup fait penser à Punchline dans son design, entre voilà, la frange, la tenue rési. Voilà. Je ne sais pas si vous y aviez relevé ce truc-là. Tu vois, alors moi je l'ai pas relu pour l'occasion parce que je l'avais lu avant, mais du coup je l'avais lu avant de connaître Punchline. Et du coup ça m'avait pas forcément choqué. Mais je vais refeuilleter les pages là, après le podcast pour jeter un œil. Ouais. C'est assez rigolo. En tout cas, visuellement, après, le personnage n'a absolument rien à voir, mais c'est vrai que la couleur, enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui sont utilisées, la tenue, ça m'a fait bloquer. Je me suis dit, tiens, Punchline, finalement, nos amis Tynion Ford et Jorge. Ça aurait été inspiré d'un récit. Peut-être, hein, je sais pas. Vous me direz quand vous l'aurez refeuilleté. Écoute, on va voir ça. C'est vrai que Gotham City Sirens, tout à l'heure, Siegfried parlait de justement l'article qu'on avait fait sur le site Batman Legend pour parler des recommandations, donc une recommandation par rédacteur. Siegfried avait pris Batman vs Bane, mais moi j'avais pris Gotham City Sirens, qui pour moi est un récit très intéressant, notamment parce que c'est l'un des seuls récits qui propose cette trinité-là, hein, avec Catwoman, Poison Ivy et Harley Quinn, et que je trouve très intéressant dans leur dynamique, dans leur façon d'appréhender les événements. Je trouve que c'est très très intéressant. Et puis parce que c'est écrit par l'un de mes chouchous, Paul Dini, donc je ne pouvais pas passer à côté. Siegfried, tu aimes beaucoup toi aussi Gotham City Sirens ou pas plus que ça? Pas plus que ça, curieusement. Enfin, je l'avais relu il y a quelques mois. J'avais été un peu déçu, peut-être parce que j'en avais gardé un souvenir un peu trop élevé. Et surtout, je me rappelais vraiment que c'était un des récits qui enfin respectait la relation entre Harley et Ivy notamment. Et en plus raconté par Paul Dini. Donc il y avait vraiment une accumulation à la fois de souvenirs un peu déformés et de bons arguments qui jouaient en sa faveur et qui fait qu'à la lecture j'étais un peu déçu, notamment on venait de lire et d'analyser sur Batman Legend le récit sur le fameux récit sur Harley et sur Harley et Poison Ivy qui était franchement assez mauvais. Voilà, enfin il y a une volonté de DC, un refus de la part de DC de l'histoire d'amour entre Harley et Ivy dont ils jouent beaucoup par pinkwashing, mais qu'ils ont énormément de mal à assumer dans les histoires et qui me gênent assez profondément et qui me gênaient profondément dans ce mini-récit-là. Et du coup, dans mon souvenir, c'était vraiment beaucoup mieux fait dans Gotham City Sirens. Et finalement, à la relecture, j'ai trouvé ça un peu vraiment assez feel good. C'était assez chouette, mais finalement assez gentil et plus superficiel que dans mes souvenirs, en tout cas. D'accord. Et bien, sur ce, je pense qu'on va enchaîner avec notre dernière lecture. On parlait du Pingouin dans le premier récit de ce podcast, puisqu'on parlait de Batman Arkham. C'est Siegfried qui nous en parlait, notamment en détail. Et cette fois, Jeff, je vais te laisser l'honneur de finir ce podcast avec le dernier récit, en tout cas introduire sa présentation. C'est Batman versus le Pingouin cette fois. Puis ça reprend le contenu d'un récit, d'un ouvrage qui s'appelait Empereur Pingouin, si je ne m'abuse. Tu ne t'abuses pas, c'est ça. Et non pas la splendeur du pingouin, parce qu'on a attendu dans les premières annonces, et notamment qui ont été relayées par pas mal de blogs sérieux, hein, qui vérifient leurs sources à chaque fois, ils avaient tous annoncé la splendeur du pingouin. Donc on attendait parce que moi j'avais vu passer cette info aussi, je pense que ça a été annoncé comme ça par Urban Comics en fait au départ, et ça a été changé après. Donc effectivement, on peut pas leur en tenir rigueur si l'éditeur annonce la splendeur du pingouin. Oui. Exactement, et on leur en tient pas rigueur, c'est clair. Et on est un peu déçus par contre parce que de ce que j'ai entendu, enfin le récit La Splendeur du Pingouin a quand même dans ce qu'on lit une très bonne réputation, enfin en tout cas une meilleure réputation que ce Empereur Pingouin qui était dans clairement c'est une histoire qui se passe pendant les New 52
donc sur la série Detective Comics et qui regroupe donc un certain nombre de numéros du 13 au 20 et avec Cobblepot, donc Oswald Cobblepot, le pingouin qui décide de faire assassiner Bruce Wayne pour apposer son nom sur un centre social à la place de celui des Wayne. Alors, mis à part le fait que moi j'aime assez le côté ancré dans l'histoire de Gotham, avec les Cobblepot, les Wayne, etc. Chose qu'on se trouvait d'ailleurs dans une série de Snyder qui est très très bien, qui s'appelle Gates of Gotham, et qui est sorti, qui est pas sorti en relié, enfin en album dur après. C'est bien dommage parce que c'était bien. Et donc on retrouve un peu cette idée-là, cette rivalité qui est entre les grandes familles de Gotham. Et voilà, alors on va avoir un sbire, un second, qui va tenter de doubler notre ami Cobblepot. Mais voilà, c'est assez basique. J'ai pas trouvé ça très très creusé. Au dessin, c'est plutôt pas mal. On a notamment Jason Fabok et Andy Clark. Bon, ça reste du très très bon dessinateur. Je pense que c'est le genre de récit qui aurait mérité par contre d'être sur du papier un peu qualitatif, donc du papier peut-être plutôt brillant, parce que là sur les papiers mat, effectivement, ça rend pas honneur à ce genre de dessin. Je trouve que ça colle pas vraiment. Et donc au scénar, je l'ai pas dit, c'est John Lehman du coup qui assure la partie récit. Voilà pour mon avis. D'accord, j'ai l'impression que Siegfried était de ton avis. Oh oui, sauf pour les dessins, pour le coup, c'est encore plus négatif. Enfin, Jason Fabok a quand même fait nettement mieux, notamment sur les 3 Jokers, qui pour le coup, scénaristiquement, c'est un peu une purge, mais en termes de dessin, c'est vraiment assez superbe et on comprend que ça a duré si longtemps parce que Fabok se donne vraiment les moyens de faire un comics vraiment hyper chouette dans Suite Jokers, là où j'ai trouvé un peu en mode automatique. Enfin, c'est un peu une espèce, c'est un peu du pseudo Jim Lee, un peu propre, mais dont j'ai trouvé que ça exprimait pas grand chose, c'était pas particulièrement original, ça se lit bien en tant que comics propre, et c'est un peu le cliché du comics propre, une espèce de post-Capullo, post-Jim Lee avec des imitateurs qui font un peu tous la même chose, ça manquait un peu de personnalité. Bon, mais voilà, ça rejoignait juste le fait que comme scénaristiquement c'était globalement assez faible, surtout quand on attendait la splendeur du pingouin qui est quand même autrement plus intéressant. Et oui. Parfois le scénario est moyen et le dessin parvient vraiment à le sublimer, mais là en l'occurrence c'est vraiment pas le cas. Donc ça fait vraiment partie des volumes les plus dispensables, je pense, de l'opération d'été. Ok, bon alors du coup on conclura ce podcast sur une note légèrement négative, mais vous voyez, mais vous avez quand même eu l'honneur d'entendre beaucoup de positivité dans ce podcast avec beaucoup de récits aussi et des choses très intéressantes. Donc cette opération été, si je dois faire une petite conclusion là par rapport à tout ce que vous venez de dire, quand même plutôt une réussite quand on sait que chaque récit est proposé quand même à un prix très attractif de 4,90 €. Il n'y a pas de raison de passer à côté, en tout cas, que ce soit pour vous, pour des récits que vous connaissez pas, que vous avez envie de découvrir, ou si vous voulez vous lancer dans la lecture de certaines œuvres, ou si vous voulez faire profiter vos proches, peut-être pour justement leur faire découvrir cet univers-là, ça peut être une belle occasion aussi. Donc, oui, il y a au moins 3 ou 4 volumes qui doivent figurer dans la collection de tout vrai collectionneur lecteur de comics qui ne les aurait pas déjà sous d'autres formes. Il y a au moins 3 ou 4 choses qui sont vraiment très bonnes et qui peuvent un peu varier selon les goûts, mais globalement la sélection elle est plutôt solide et assez variée, ce qui est quand même plutôt toujours appréciable. Plutôt varié dans le sens dans l'univers de Batman, quoi. Oui. J'allais dire, c'est ça. Malgré tout, tu vois, j'ai essayé de sortir de mon cadre de Batman. C'est-à-dire plutôt varié dans les propositions des récits, mais pas varié dans les univers proposés. C'est-à-dire pas de Wonder Woman, pas trop de Superman, pas de Superman, pas de Green Lantern pour faire plaisir à notre invité. Donc c'est vrai qu'il y a quand même de ce côté-là un petit péché quand même au niveau de la sélection. Mais en tout cas, j'imagine le néophyte lecteur, le néophyte qui a l'impression de bien aimer Batman et qui va acheter les 10 volumes, parce que bon, pour 49 €, 10 volumes, c'est quand même pas grand-chose, et qui va tout lire. Il va rester dans Batman, donc dans ce qu'il croit connaître, et il va en sortir avec vraiment l'impression qu'il y a des choses extrêmement différentes, extrêmement riches, enfin, qui peuvent être exprimées par le même personnage. Donc il va vraiment avoir une vision de ce que peut proposer le comics qui est assez forte, exactement comme quand on lit les Batman Black and White, par exemple, où on a une succession de styles à la fois narratifs et graphiques, et de discours qui est tellement percutante dans chaque anthologie, entre chaque histoire, qu'on en ressort vraiment avec l'impression que le comics c'est puissant et un même personnage peut compter beaucoup de choses très différentes. Donc, en ça, je trouve que c'est assez réussi parce qu'on a vraiment
on a une sélection qui convainc de la puissance, de la richesse, de la diversité du comics pour celui qui aurait envie de tout lire, au moins d'en lire quelques-uns et qui pourrait se rendre compte que c'est que du Batman, certes, mais justement comme c'est que du Batman, on peut d'autant plus facilement comparer les différents traitements de Batman et se rendre compte à quel point il n'y a aucun comics pratiquement dans ces sélections qui n'a de lien avec un autre comic de la sélection. C'est assez saisissant quand même. C'est vrai, c'est vrai. Donc, et après ça, vous pourrez aller vers d'autres lectures, d'autres horizons, bien entendu. Merci Siegfried, merci Jay pour votre présence sur ce podcast, sur ce Bat Reviews un petit peu long, hein, parce qu'avec toutes ces lectures d'Opération été, ça a été un petit peu long. J'espère que c'était pas trop pénible pour toi, Jay. Absolument pas, merci beaucoup pour l'invite, c'était très sympa de parler avec vous. Je vous ai déjà croisé pour le coup à diverses occasions, mais le fait de le faire sous ce format-là, c'est très très sympa. Merci à vous. Écoute, on te reverra peut-être dans un prochain podcast. Batman Legend, merci également à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout, qui nous ont supportés jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous laisser vos avis sur les lectures de ce mois-ci, donc dans les commentaires, que ce soit sur Facebook, sur l'article en ligne sur batmanlegend.com, sous la vidéo YouTube, enfin où vous voulez, tant qu'on arrive à le voir. On essaiera de vous répondre le plus rapidement possible, même si Siegfried est toujours plus rapide que moi, pour répondre aux commentaires, notamment sur YouTube. Voilà, écoutez, merci beaucoup et à très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. À bientôt. Salut.